Yo, c'est Mille Compagnie, bienvenue sur ce nouveau Parlons VFX. Aujourd'hui, je suis en... Ah, bah. Je suis en compagnie de Kevin, je suis désolée. Salut. Kevin, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter Tout à fait. Je suis Kevin Borjon-Piron. Je suis un rigging TD depuis 7 ans bientôt. J'ai travaillé dans les VFX, j'ai travaillé dans l'animation, j'ai travaillé très vite fait dans le jeu vidéo, actuellement dans la tech. Alors je suis sorti en 2017, ça ne rajeunit pas, de Bellecour à Lyon, ensuite j'ai enchaîné avec Dineg à Londres. Ensuite, petit retour en France à cause du Covid, où j'ai surtout travaillé pour Illumination MacGuff, la boîte qui fait les minions. Ensuite, je suis revenu à Londres pour travailler avec Framestore pendant un peu plus d'1 an. Et à présent, je travaille en tant que contracteur à Meta. Donc, Facebook. Ouais, c'est ça. Facebook. Anciennement Facebook maintenant. Ouais. Ok, ok. Cool. Ça change du coup. Ouais, il y a plein d'industries différentes, surtout qu'à Dinec, j'ai fait à la fois feature anime. Donc feature anime, c'est ce qu'on appelle film d'animation en français. J'ai aussi fait du VFX là-bas. Ensuite, je suis retourné en France, j'ai fait un truc dont j'ai pas parlé, c'est que j'ai fait un très petit épisode dans la VR, donc la réalité virtuelle, pendant 1 mois dans un petit studio lyonnais. Ensuite, du coup, j'ai fait le retour en feature anime, donc en film d'animation avec MacGuff. Et ensuite, retour dans le VFX avec Framestore. Et voilà, maintenant, quelque chose qui n'a plus rien à voir, où c'est pas un film ou rien, c'est juste un secret à mettre. Ok. Est-ce que tu pourrais résumer en quelques mots qu'est-ce que c'est exactement que technical artist, rigueur? Ouais, du coup, mon titre actuel, c'est Technical Artist. En l'occurrence, je reste spécialisé dans le rig, ce qui est ce que j'ai fait toute ma carrière. Donc, ouais, surtout, principalement, rester sur le rig. Donc, le rig, en gros, c'est générer des systèmes qui vont permettre aux animateurs de bouger les points qui composent le mesh de façon contrôlée. Donc en gros, donc ça c'est la version technique avancée. En gros, on met un squelette virtuel dans un modèle 3D et on met des petits contrôles, des petits fils pour que les animateurs puissent venir animer la pupette. J'aime bien l'analogie avec la marionnette justement. Ouais, je crois que ça vient de... les fils. Ça vient de Pixar, il appelle un rigueur là-bas, c'est un peu Peter de ce que j'ai entendu. Ok. Je sais plus comment on avait ça en français. Marionnettiste. Ah, marionnettiste, exactement. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ton métier et de rentrer dans les... Alors, déjà, rentrer dans les effets spéciaux, enfin dans la 3D de manière générale, c'est qu'à la base, je m'intéressais, comme beaucoup de gens, je pense, je m'intéressais à comment bosser dans le jeu vidéo quand j'étais au lycée. En même temps, je commençais à vraiment m'intéresser au cinéma, à aller de plus en plus au cinéma quand j'étais au lycée. Et à force de faire des recherches dans les écoles qui permettaient de rentrer dans le jeu vidéo, je suis tombé sur une école qui était surtout spécialisée dans l'animation, enfin, comme beaucoup d'écoles. Donc en l'occurrence, c'était Bellecour École à Lyon. Quand je suis arrivé en 3e année, vu que c'était un cursus en 3 ans, à la base, je me suis spécialisé vraiment en animation. Et il faut bien quelqu'un pour faire le rig. C'est tombé sur moi qui ai toujours eu
toujours bien aimé fouiller un peu dans le logiciel, trouver les aspects techniques, comment faire des trucs avec le logiciel. Et du coup, ça m'a vachement plu de juste passer ma vie à résoudre des problèmes. En fait, t'es tombé dedans un peu par hasard, mais ça t'a ouais, plus ou moins par hasard. J'ai toujours eu ça dans le coin de l'œil, mais en ayant à le faire vraiment pendant une bonne partie de l'année, ça m'a vraiment donné envie de faire ça. Et puis ensuite, je peux parler aussi de mon début de carrière. Donc, j'ai fini fin mai mes études et début. Non, pardon, ouais, on va dire que c'est fin mai. Et première partie de juin, il y a le festival d'animation de Annecy, international d'animation de Annecy. Et donc, toute mon école y participait. Et pendant que beaucoup de gens vont là-bas pour regarder des films, etc., moi, j'ai un peu passé ma vie à ce qu'on appelle le MIFA, c'est-à-dire c'est le marché du film d'animation où il y a toutes les boîtes. Et ouais, en vrai, c'est très cool. Ça m'a vraiment rencontré des gens très pointus, très haut placés. Et en l'occurrence, j'ai fait les bonnes rencontres. J'ai rencontré des recruteurs de Dineg. Je crois que c'était la semaine d'après, j'ai eu mon interview avec eux. Et 3 semaines plus tard, j'étais dans un Eurostar en direction de Londres où je n'étais jamais allé, où je ne connaissais personne. Mais voilà. Et depuis, j'ai passé pas mal de temps à Londres et j'ai appris à vraiment bien aimer cette ville, mine de rien. C'est important de savoir parler anglais. Ah, et je pensais savoir parler anglais jusqu'au jour où je me suis retrouvé à la réception de l'hôtel. Ah, ouais. Et j'ai rien compris. Mais ça va, depuis, ça va mieux. J'ai eu la même. Parce qu'ils ont un accent un peu différent de ce qu'on entend dans les séries américaines. Un retour à la réalité. Je voulais savoir, comme tu as dit que tu avais un peu touché un peu à tout au final, à Futur Anime, effets spéciaux, et du coup maintenant tech. Qu'est-ce qui change en fait parmi tous ces. Le boulot doit pas mal changer en fait. Ouais, alors, et même VR. Donc, je pense, en fait, il y a autant une différence dans l'industrie que dans la taille des boîtes. Donc, pour le coup, pour commencer, par la plus petite boîte que j'ai faite, c'était c'était le studio Albion qui est à Lyon. Il fait plein de petites expériences en réalité virtuelle. Pour le coup, toute petite boîte, une dizaine, voire une vingtaine de personnes dans le studio. C'est zéro cadre, zéro pipeline. On te dit, on a besoin de ça, tu fais ça. Donc là, pour le coup, t'as intérêt à savoir ce que tu fais parce que y a personne qui va te dire qui va venir te sauver. Ensuite, j'ai pas vraiment fait de moyenne boîte, mais ensuite on passe aux grosses boîtes directement, qui sont les boîtes comme Illumination MyGuff, Dineg, Framestore, où là pour le coup il y a un pipe qui est installé, qui veut dire qu'on va vraiment pouvoir se concentrer sur ce qu'on doit faire et on va pas vraiment avoir besoin de s'inquiéter de est-ce que mon logiciel fonctionne. Il y a quelqu'un qui va venir à ton secours si tu as un problème de logiciel ou quoi. Et ils ont aussi des méthodes standardisées de comment faire le boulot. Donc, ils ont des outils en gros qui sont propriétaires. Et on n'est pas en train de faire des choses traditionnellement à la main comme on pourrait le faire dans une boîte sans pipeline. Et après, bon, la tech, je ne vais pas pouvoir rentrer trop en détail dedans pour des raisons de NDA, mais pour le coup, le cadre qui est donné par les grosses boîtes de VFX, où un riggeur, c'est un riggeur, un modeler, c'est un modeler, un animateur, c'est un animateur, c'est des frontières qui sont beaucoup plus nébuleuses. Et donc, enfin, on va bosser avec des gens qui ne sont pas du tout des gens de la 3D, qui n'ont pas forcément, qui ont une compréhension d'ingénieur de la 3D. Mais du coup, ça va être des tâches beaucoup plus variées. C'est très intéressant parce que c'est aussi une nouvelle vision. On parle à des gens qui n'ont jamais bossé dans le film ou dans le jeu vidéo. Du coup, quand ils viennent te parler d'un modèle 3D, eux, ils ont une vision complètement différente de ce qu'est un modèle 3D. Ils ne le voyaient pas via le spectre d'un artiste, ils le voyaient via le spectre d'un technicien. Des numéros, des codes. Un mec qui sait écrire le logiciel qui va rendre le modèle 3D. Donc c'est très intéressant en tant que personne qui vient des films de se confronter avec des ingénieurs qui, eux, ne savent pas forcément comment on aborde artistiquement la 3D, mais par contre, ils connaissent tout de la théorie qui est derrière, que nous, en tant qu'artistes, on ne connaît pas toujours. Donc, ouais. Voilà. Et ensuite, du coup, la deuxième différence, ça va être la différence entre animation et VFX. Alors, je vais me concentrer vraiment sur le côté rig parce que c'est ce que je connais. En rig,
L'animation est probablement plus intéressante dans le sens où tout est en 3D, donc tout doit être euh, fait en 3D, tout est artificiel, donc tout est fait par un artiste. Donc il y a une énorme variété de choses à faire avec un vrai impact sur ce qui va être à l'écran. Oui, puis je pense, enfin, je vois souvent le futur anime, souvent tu as des peut-être plus de liberté artistique, je veux dire, en tant que Ouais. créateur, étant donné que tu vas devoir faire par exemple des bras qui s'annoncent plus longs, des trucs comme ça pour donner des effets. Alors, j'appellerais pas ça forcément plus de liberté, mais plus de variété dans le style. Parce que on doit, quoi qu'il arrive, que ce soit du feature anime ou du VFX, on doit quand même suivre la vision d'un réalisateur, d'un directeur de photographie, ce que tu veux. Du coup, il y a quand même les contraintes d'une vision qui sont les mêmes. Par contre, la vision va être plus variée dans un film d'animation. Et oui, en effet, ça va être plus intéressant dans la variété, d'avoir des choses des défis qui vont changer d'un projet à un projet. Ce qu'on appelle une digidouble, donc c'est la doublure virtuelle d'un acteur. C'est pas un défi qui va changer d'un projet à un projet dans un film de VFX. Donc, d'ailleurs, c'est quelque chose qui revient souvent dans les besoins. On a des choses qu'on a besoin de faire dans les, euh, les films de live action, donc les films VFX. Donc, oui, il y aura peut-être ça potentiellement moins intéressant dans le sens où c'est des tâches qui sont peut-être un peu plus redondantes, moins artistiquement sexy à faire. Par contre, il reste toujours des films dans tous les projets. Il y aura toujours un asset qui sort du lot, un asset avec une déformation très particulière, avec une direction de la part du réalisateur. Il y aura toujours les mêmes contraintes des réalisateurs qui veulent changer un modèle au dernier moment. Je pense on connaît tous ce genre de problèmes. Euh, du coup, ça reste similaire, mais oui, en feature anime, il y aura sûrement une plus grande variété et peut-être un sens d'avoir un plus gros impact sur le résultat final. C'est aussi une autre différence, c'est que bah, du coup, en film d'animation, tout ce qu'on fait va être rendu dans son entièreté, alors que, bah, par exemple, sur Venom, j'avais travaillé sur la double de Tom Hardy avec son peignoir. Mais en fait, le peignoir, alors, je suis pas exactement sûr de comment ils l'ont utilisé, mais je pense qu'ils l'ont surtout utilisé pour l'attache de Venom, et je pense pas que ce soit du tout rendu à l'image. Donc en fait, il y a aussi beaucoup de travail de l'ombre. Ouais. Les individuels, j'en fais souvent. On les voit pas. C'est ça. En même temps, c'est aussi le but, c'est qu'on les voit pas. De toute façon, notre boulot, c'est de faire des choses qui ne se voient pas. Ouais. Si ça se voit, c'est que t'as pas bien fait ton travail. Je pense que c'est d'autant plus vrai en RIC parce que autant, bah, oui, on est d'accord que dans tous les métiers du VFX, c'est le cas. Mais RIC, c'est particulièrement un métier de l'ombre dans le sens où on voit pas du tout les contrôles, les chaînes de joueurs que tu mets. C'est vraiment quelque chose où si tu ne connais pas comment ça fonctionne, Monsieur Lambda, il va pas savoir qu'il y a un rig dans un personnage. Il sait juste que ça bouge, que quelqu'un a animé ça. Mais c'est pas que quelqu'un est venu designer la déformation, choisir où sont les points de pivot. C'est vraiment un métier qui est très niche, même dans les connaissances de son existence. Et du coup, tu dois avoir des bonnes connaissances en anatomie et compagnie pour savoir les joints. Alors, oui, mais en même temps, ce qui peut être un peu contre-intuitif, c'est que c'est pas forcément là où on va mettre les pivots. Parce qu'on attend, le rig, c'est aussi l'abstraction, donc la simplification de la réalité, pour pas que les animateurs aient 1 milliard de trucs à contrôler. Le but, c'est de donner des contrôles qui sont aussi efficaces que possible pour donner un maximum de résultats. Du coup, par exemple, notamment en feature anime, en VFX, c'est aussi ce côté où on va simuler l'anatomie. En feature anime, par exemple, la cage thoracique, enfin surtout la colonne vertébrale, on va avoir tendance à la mettre au milieu du corps, alors que dans la réalité, elle est derrière, parce qu'il y a tous les muscles qui viennent supporter ça. Alors que, en fait, on veut que ce soit au centre, dans un truc cartoon, parce que c'est là où on va avoir les meilleurs résultats. Quelque chose qui va être de plus généraliste en termes de réponse aux attentes des animateurs. Du coup, il faut connaître, en fait, comme souvent en art, il faut connaître ses bases en anatomie pour savoir les abstraire et les simplifier pour que ce soit efficace. Par rapport à la collaboration des autres artistes, comment ça se passe? Ça dépend des boîtes, ça dépend des projets, honnêtement. Mais de manière générale, alors on va abstraire déjà ça au niveau d'un département.
t'as le département RIC qui va surtout interagir avec deux départements qui sont modeling et animation. Donc le modeling vient avant et nous on fait des feedbacks au modeling. Donc le modeling nous donne des choses et nous on leur donne des feedbacks. Et ensuite on donne des choses à l'animation qui nous donne des feedbacks. Donc c'est deux relations qui sont différentes. Dans une production qui fonctionne bien, je dirais que ce sont surtout les leads qui font les transmissions de messages et qui c'est un peu le goulet par lequel passe l'entonnoir par lequel passent euh, les informations, parce que ça permet de les centraliser, ça permet de savoir, ok, lui il a vraiment dit ça, c'est pas perdu dans un message privé entre les artistes. C'est pas toujours le cas évidemment. Mais dans l'idéal, c'est comme ça que ça se passe. Euh, ouais, ensuite, le type d'information qu'on va recevoir pas mal des animateurs, ça va être, par exemple, bon, outre que les retours de bugs, les choses qu'on a ratées, les vertex qui se retrouvaient, donc les vertex, c'est les points d'un modèle qui se retrouvent à l'autre bout de la scène parce qu'on a mal fait, on a raté quelque chose, ça arrive, mais en dehors des bugs, ils vont surtout faire des retours. Est-ce que l'interface qu'on leur donne pour contrôler le personnage est facile à utiliser pour eux ou est-ce que ça leur fait perdre beaucoup de temps? Ça peut être des fois des différences artistiques sur comment se déforme quelque chose. Nous, on peut penser que, par exemple, le coude, dans une animation, on peut penser, ah bah j'ai envie que ce soit rond, et au final, ils disent non, en fait, j'ai envie que ce soit pointu. Et des fois, ils peuvent même dire, ok, j'aime bien que ce soit rond dans cette scène, mais dans celle-là, j'aimerais bien que ce soit pointu. Et ça, c'est le rigueur qui va devoir gérer. Ça, c'est l'animateur qui revient vers nous. Et si la demande est validée par l'animateur, évidemment, ça va être le rigueur qui va devoir gérer la différence de déformation, par exemple, du coup, dans l'occurrence. Et des fois, ce genre de retour font qu'on a besoin de retourner au modèle en mode, ok, alors les animateurs, ils me demandent ça, mais le modèle qu'on a n'a pas été designé pour ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire la modif? Voilà. Du coup, je voulais savoir, notre métier, il est très long. De manière générale, dans tous les effets spéciaux, que ce soit rig, modeleur ou autre. Comment est-ce que tu gères ce stress qui est dû au... Je pense qu'il y a plusieurs aspects à ça. La première, c'est déjà trouver ce qu'on appelle la work-life balance, la relation vie perso, vie boulot. Il y a un gros problème, entre guillemets, de nos métiers, c'est qu'on aborde vraiment ça d'un point de vue passion, parce qu'on commence par le fait que ce soit une passion. C'est des études, c'est un amas de connaissances qui est tellement important qu'on a besoin d'être passionné par ce qu'on fait. Par contre, une fois que ça devient professionnalisé, qu'on fait là toute la journée pour le projet de quelqu'un d'autre, il y a un peu ce piège de pas faire la différence entre les deux parce que ce qu'on faisait en tant que passion maintenant, avant, on le fait maintenant pour quelqu'un d'autre. Et si on continue à le faire en dehors, on se donne pas une pause. Et du coup, on mélange les deux et on se retrouve dans une espèce de cercle infernal de on ne met jamais notre cerveau au repos, on ne sort jamais de la bulle de l'art. Et ça peut être vraiment un piège pour beaucoup d'artistes, notamment les juniors. Ça peut facilement glisser vers un burn-out. Ouais. Du coup, je pense que la chose la plus importante, c'est trouver quelque chose dans sa vie qui n'a rien à voir et qui soit différent d'une personne, enfin qui soit pas lié à une personne en particulier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ok, ma vie c'est mon boulot et mon partenaire, mes enfants, etc. Sauf que bah c'est des choses qui peuvent complètement sortir de sa vie sans qu'on le veuille, mine de rien. Enfin, beaucoup de gens sont passés par des ruptures, etc. Donc on peut pas, si on admet que notre bonheur ne vient pas du boulot qu'on fait et qu'on a besoin de quelque chose d'autre que l'art pour avoir une stabilité dans sa vie, on peut pas le mettre sur une autre personne parce que cette personne peut aussi partir. Donc mon conseil, c'est vraiment de trouver une passion qui n'a rien à voir avec l'art, ou en tout cas qui est suffisamment différent de ce qu'on fait au boulot pour sortir notre cerveau du mode mettre au boulot, dodo, famille, voilà. Ouais, je dirais que c'est ça. Par exemple, juste aller courir ou rentrer du boulot en marchant pendant 40 minutes, ça nous permet déjà d'extérioriser, de sortir un peu du boulot, d'avoir du recul sur... Ouais, je suis d'accord avec
On a de moins en moins ça du fait que beaucoup on travaille depuis chez nous, Ouais. mais c'est vrai que ça permet de se ressourcer, de penser à autre chose que le boulot pendant au moins le temps du trajet. Ouais, c'est un des gros pièges du télétravail d'ailleurs, je pense, Oui, de pas se donner l'opportunité de sortir. Et en vrai, c'est un conseil qui marche aussi dans les problèmes du quotidien qu'on peut avoir. Par exemple, juste aller courir ou aller à la salle pendant 1 heure, genre plusieurs fois par semaine. Ou je parle du sport parce que c'est un des trucs que je fais moi, mais ça peut très bien aller jouer à des jeux de société avec des potes, aller jouer aux jeux vidéo avec des potes, aller au cinéma, boire des coups, enfin, quoi qu'on fasse qui nous sorte de la routine, ça va nous permettre de à la fois avoir une relation plus saine avec le travail et en même temps avec ma vie personnelle, je pense, à la maison. oui, c'est un bon conseil. Euh, c'est marrant que tu dis ça parce que, en tout cas, moi, en tant que modeleur, Mm. on m'a rappelé souvent que si je voulais avoir un meilleur poste, voilà, une meilleure carrière, il fallait que je travaille sur mon temps libre. Mm. Et du coup, c'est pour ça d'ailleurs que je fais pas mal de projets perso de mon côté, etc. Et je sais que la plupart des artistes travaillent comme ça chez eux. Du coup, au final, le work-life balance est un peu hard, j'aurais tendance à dire. Étant donné que tu Ouais. travailles pour la boîte, tu travailles pour tes projets perso, mais qui au final, c'est pour avoir une meilleure carrière, donc c'est pour la boîte aussi. Donc au final, ça marche pas. En fait, je pense qu'il y a ce truc où en vrai, c'est normal de faire des trucs aussi parce que ça reste une passion, ça reste une de nos passions. Enfin, j'espère. Du coup, c'est quand même normal de faire. Alors, je dis pas, faites rien qui a un rapport avec la 3D chez vous. Ouais, Parce que oui, non, et ça fait partie aussi des projets perso. Je pense juste qu'il faut pas que ce soit la seule chose qu'on fasse en dehors du boulot et des trucs normaux, genre vite fait. Euh, et il y a aussi ce truc où je pense que c'est surtout vrai qu'on va faire beaucoup de projets perso quand on sort d'études, quand on est encore junior, début mid, dans le sens où il y a toujours tellement de trucs à apprendre. Quand on sort d'études, au final, on sait pas grand-chose. ouais, mais je pense même quand tu as atteint un bon niveau, que tu es Mm. mid-senior, etc., tu apprends toujours. Du coup, au Oui, non, de final, ouf. c'est quand même bien de pouvoir Ouais, je sais pas, t'entraîner sur des trucs que tu ferais pas au boulot. ouais, non, je suis complètement d'accord là-dessus. Euh, non, non, il faut continuer à, même ce qu'on appelle la veille technologique, continuer à, parce que sinon, si on, enfin, ça évolue tellement rapidement que si on fait pas de veille technologique sur notre temps libre, on est complètement perdu, rapidement. Donc oui, non, en vrai, oui, les projets perso, c'est super important. Et notamment, du coup, quand on est junior. Et je pense qu'il y a un peu cette logique à avoir si on veut vraiment aller, on va dire, dans les meilleures boîtes, enfin, ce qu'on appelle les meilleures boîtes, qui est considéré comme les meilleures boîtes, les grandes boîtes Ouais, qui travaillent pour rêver. sur les films qui coûtent des millions. Ouais. Si on veut aller dans cette direction, ce qui est une vision de la réussite qui est tout à fait subjective, enfin, c'est ce qu'on attribue souvent à la réussite. Est-ce que c'est vraiment ça? C'est à chacun de le Je définir. ne sais pas. Mais je sais plus où on allait avec ça. Euh, mais au final, oui, si on veut aller dans cette direction, en tant que junior, je pense que c'est important de se dire, ok, les 1 à 3 années, les premières années de ma carrière, je les dédie à ça. Et c'est des années que je vais donner à être à 100% tout le temps là-dessus pour plus avoir besoin de le faire plus tard. Je pense qu'il y a ce côté où, ouais, si tu mets 100% de ton temps, ou même 80% de ton temps, que ce soit personnel ou professionnel, dans les 40 ans au plus de ta carrière, c'est juste une recette du burn-out. Alors que si tu mets ça sur 3 ans, alors oui, il y a un risque de burn-out, clairement. Plus gros d'ailleurs, même. En fait, oui et non, dans le sens où c'est aussi là où tu apprends vraiment le plus. C'est là où. C'est sûrement là où c'est le plus dynamique dans la carrière, parce que tu rencontres plein de gens. En fait, c'est. Alors oui, t'as un risque de burn-out toujours, mais t'as aussi ce côté où ça fait aussi partie de l'évolution dans ta vie personnelle. Pour beaucoup, tu changes de pays, tu rencontres plein de gens, tu
parler excellente, échanger excellente, et ça peut aussi partie de ça. Ouais, du coup, je pense qu'il y a. Ouais, surtout que oui, il y a aussi du burn-out en début de carrière, mais tu as moins la fatigue professionnelle qui s'accumule jusqu'à ce moment-là, et c'est aussi le moment où tu auras le plus d'impact de le faire. Et c'est vrai que bah, il faut toujours avoir un démoré, etc. pour postuler. Mais pour certaines personnes, une fois que tu as build un bon CV, que tu as fait des grosses boîtes en début de carrière, des fois, en fait, juste ton CV, il peut suffire à trouver des jobs. Ah Si ouais, tu as une bonne réputation dans l'industrie de quelqu'un qui travaille bien et qui n'est pas une mauvaise personne, on va dire. J'ai remarqué que les makers, on a tendance à essayer d'avoir notre rendez-vous à jour parce qu'on cherche souvent du travail. Et pour les technical artistes comme toi, souvent vous n'avez pas votre rendez-vous à jour parce que en fait, une fois que vous êtes rentré dedans, c'est le CV qui fait tout au final. En fait, au final, il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne peut pas montrer. On n'a pas forcément le matériel le- un modèle, c'est un modèle quoi qu'il arrive. Alors que la poupée, enfin la marionnette qu'ils vont utiliser les animateurs, c'est pas quelque chose qu'on peut sortir de la boîte en sneak et montrer. Non. On peut montrer les déformations, mais en fait, les déformations, des fois, elles sont passées par une phase de CFX, elles sont cachées par d'autres choses. Donc oui, au final, souvent, la démo dit moins que le CV lui-même. Il y a aussi le côté, un truc qu'on n'a pas du tout parlé en présentant le métier de rigueur, c'est qu'il y a aussi tout le côté script, le côté maintien du pipeline. Donc ça aussi, c'est souvent des choses. Tout le code, la programmation qu'on fait en entreprise, ça va être du matériel qui est ce qu'on appelle propriétaire de la boîte, que nous, on n'a aucun droit sur le code qu'on fait généralement, dans le cadre professionnel. Du coup, c'est pas des choses qu'on va pouvoir montrer et partager. Du coup, il y a une énorme partie invisible en fait de notre métier qui fait que notre démo reel, elle permet de montrer, hey, j'ai bossé sur ce film, tout le monde en a parlé, mais au final, ça va pas vraiment dire, ok, moi j'ai vraiment fait ça. Surtout que souvent les assets peuvent être partagés, on peut faire une première passe et quelqu'un d'autre va faire la seconde passe. Du coup, ça peut vraiment se mélanger qui a vraiment fait l'asset, qu'est-ce qui est à l'écran, c'est le résultat du travail de qui. Des fois, c'est un peu compliqué de dire. C'est un peu la problématique des VFX de manière générale, au final, c'est qu'on est tellement à travailler sur une seule séquence, sur une seule scène, voire même sur un seul modèle, que par moment on se dit. Alors, j'ai un exemple souvent, quand j'ai commencé dans les effets spéciaux, j'ai eu une publicité avec un chien. Sur cette publicité, j'ai fait le skateboard dans son intégralité. Là, je suis en mode oui, super. J'ai fait modeling, texture, look dev du skateboard, c'est bon. Par contre, le chien, j'ai fait les blend shapes et j'ai fait la langue. Voilà, c'est tout. Un petit peu la langue. Ouais. Mais c'est vrai qu'au final, si tu mets ça dans la démo, le chien, c'est pas moi qui l'ai fait. Enfin, des choses comme ça. Je pense que là où c'est important, c'est dans ta démo reel, d'être extrêmement précieuse sur ce qu'on appelle, qu'il n'y ait pas la moindre possibilité qu'on dise ah non, là, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Il faut vraiment être dire j'ai fait ça, ça, de manière extrêmement précise, juste pour à la fois que les gens ne disent pas ah, mais t'avais dit que t'avais fait ça dans la démo et que tu nous as menti, et pour que des gens se sentent pas floués en mode oh, lui, moi, en fait, c'est moi qui ai fait ça. Du coup, ouais, je pense que la démo, il faut être très très pointilleux sur ce qu'on a fait, non seulement pour communiquer, mais aussi pour prévenir les incompréhensions qui peuvent escalader vers de plus gros problèmes, surtout quand on a partagé un asset avec d'autres gens. D'ailleurs, en parlant de choses qui sont pas montrables dans la démo, moi j'ai eu un. Je pense que c'est un truc qui m'a vacciné en vrai sur pas mal des trucs de l'attachement au projet sur lequel je travaille. C'est que le premier projet sur lequel j'ai bossé pendant 11 mois à Dineg, il n'est jamais sorti. Parce qu'il a été annulé en fait pour des raisons de politique dans la truc interne du client où le projet a été cut parce qu'il y a eu un changement de direction. Ouais, et du coup, au final, moi, j'ai passé mes 11 premiers mois de carrière. C'est des choses que bon, après, je peux les montrer dans ma démo reel avec mot de passe, etc. Parce que 3 ans plus tard, j'ai reçu les shots. C'est cool, parce que tu ne reçois pas toujours les shots. Hein. Ouais, d'ailleurs, c'est les seuls shots que j'ai reçus. J'ai reçu de shots en fait. Chaque fois que j'ai demandé, c'est en fait, on a oublié de te marquer sur ce shot, donc on peut pas te l'envoyer. Ouais, évidemment, c'est les seuls. C'est la fois où une boîte m'a envoyé les shots, c'était par le truc qui est jamais sorti. Mais d'ailleurs, c'est aussi un problème, je trouve, en tant que. Je pense que toi, en tant que moduleuse, tu as le même problème que moi, du coup, en tant que rigueur, c'est que des fois, tu sais pas sur
quel jeu tu as travaillé? Non, pas du tout, parce que tu travailles sur un modèle, et puis ouais, en fait, ce modèle, tu vas jamais le voir dans le shot, en fait, donc tu dois regarder tout le film, faire, oh, c'est là que j'ai bossé. Ouais, sachant qu'un truc qui n'est pas forcément connu, c'est que les assets peuvent être. Donc les personnages peuvent être faits par différents studios qui vont pas partager le même rig parce que les rigs sont extrêmement liés à une pipeline. Ouais. Du coup, par exemple, j'ai un exemple très précis, c'est sur la Snyder Cut de Justice League. J'ai travaillé sur le grand méchant Darkseid du film, du coup la version étendue avait un autre méchant. Et c'est un personnage qu'on voit assez régulièrement dans le film, sauf que la majorité de ce qui a été, enfin des apparences de ce personnage, c'est Weta qui l'a fait. Et je n'ai pas la moindre idée du jeu. Ouais, déjà, est-ce qu'il l'est dans le produit final? Et en plus, c'est le même modèle, donc il n'y aurait même pas un petit truc pointilleux en faisant ce pixel il est différent dans le l'autre. Là, on a récupéré leur modèle et j'avais fait le rig pour qu'il aille dans le pack de Dineg. Et du coup, ouais, je sais absolument pas, je peux pas le mettre dans ma démo parce que si je mets un chat de Weta dans ma démo, je risque d'avoir des problèmes. Du coup, ouais, ça arrive qu'on sache même pas en fait où sont les assets sur lesquels on travaille. Et du coup, quels sont pour toi les principaux avantages et inconvénients à travailler justement dans les effets spéciaux? Avantage, c'est que c'est une passion. Enfin, c'est une passion, c'est cool en vrai de bosser sur des films, enfin, sur de l'art, mais en général. Ça reste quelque chose qui. Enfin, je sais qu'à chaque fois, même quand ça se passe mal sur une prod, je suis en mode, ouais, mais au moins, je suis pas en train de faire autre chose. Ça se passe mal dans un truc que j'aime bien. Du coup, alors, j'ai aussi jamais eu d'histoire d'horreur dans l'industrie. J'ai jamais eu. Enfin, genre, j'ai jamais eu de. On m'a jamais demandé de faire 30 heures sup dans la semaine. On m'a jamais demandé de. J'ai jamais eu personne qui m'a. Je sais plus le nom. Le terme français, mais buddy. J'ai jamais eu de manager qui a été méchant avec moi ou quoi. Donc, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Donc, je suis quand même resté dans un cadre qui était quand même relativement bienfaisant, on va dire. Après, il y a eu même en fait, théorie, parce que c'est un truc, enfin, c'est très difficile de définir les bons côtés et beaucoup plus facile de définir les mauvais côtés dans le sens où ils sont beaucoup plus précis. Oui. Je pense que chacun a des raisons différentes dans cette industrie et s'y retrouve de manière différente dans l'industrie. Mais tout le monde partage les mêmes problèmes et du coup, c'est là où on va réussir à mieux les définir. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien de bosser dans l'industrie, c'est juste qu'il y a des problèmes qui vont être communs à tout le monde et qui vont être très faciles à mettre à définir avec des mots. En parlant de ça, du coup, je pense que moi, j'ai clairement pas trop souffert de ça dans ma carrière, mais clairement, les fameuses heures supplémentaires, je pense qu'il y a énormément de gens qui y sont passés. Enfin, c'est pas, je pense, en fait. Non, on en parle à chaque parlant VFX, on est pas heures supplémentaires. Ouais, c'est. Enfin, oui, c'est une énorme partie de l'industrie, mine de rien. Ouais. Et à ce côté aussi, les clients peuvent avoir. Il peut y avoir une énorme différence entre ce qu'on sait, ou en tout cas ce qu'on pense savoir être la bonne direction artistique pour un projet et les demandes du client. Et du coup, il faut accepter très rapidement dans sa carrière que c'est pas mon projet, c'est leur projet, c'est leur argent. Et il faut trouver, je dirais, la satisfaction dans le procédé plus que le résultat final. Parce que c'est pas notre asset, c'est pas notre personnage. C'est leur personnage et nous on a fait le modèle, on a fait le riz. Du coup, je pense que ce qui est important, c'est de trouver la satisfaction dans ce qu'on va appeler le craft en anglais, l'artisanat, on va dire. C'est vraiment que tu dis ça parce que moi j'ai remarqué un truc. Au départ, quand j'ai commencé dans ma carrière, j'étais attachée à mes assets. Et maintenant, au final, je prends plus plaisir quand j'ai des retakes des clients quand on me dit rien et que tout va bien en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais en gros. Je prends du plaisir à réaliser la vision du client. Oui, exactement. Ce qui au final peut paraître complètement aberrant pour certains artistes, mais au final, c'est notre métier dans les VFX. Mais au départ, j'avais un peu de mal avec ça, et puis genre, je sais pas, j'ai eu un déclic à un moment donné, et je me suis rendu compte que je prenais plus plaisir quand le client
était chiant. Parce qu'au Ouais. moins, on était sûr que ce qu'il aurait à la fin, c'est exactement ce qu'il a dans la tête. Alors que quand le client il est un peu trop lactique, qui au final ne sait pas ce qu'il veut, et ben t'as un coup à ce que ce soit peut-être quelqu'un d'autre qui refasse complètement ton modèle, et que du coup à la fin, t'auras bossé des mois sur un modèle qui ne sera pas un film. Parce qu'en fait, le client, bah, à la dernière minute, s'est dit non, en fait, c'est pas ce que je veux, je vais demander à un autre artiste. Ouais. Et ça, je trouve ça plus frustrant que si le client avait été chiant. Je pense pour des raisons différentes, je m'y retrouve aussi. Dans le sens où la raison qui m'a amené vers le RX, c'était j'adore le problem solving, donc résoudre les problèmes. Et au final, trouver ce qui va satisfaire le client, c'est aussi un petit puzzle à résoudre. Je pense que j'ai aussi ce côté. J'aime bien. Après, moi, c'est souvent plus résoudre les problèmes des animateurs que du client directement. Oui. Mais j'aime bien, donc souvent mon client, c'est le département d'animation. Mais j'aime bien, ouais, répondre aux besoins des animateurs et quand il y a une rétexte, se dire, ok, comment je vais aborder ça? Qu'est-ce qui va leur faire plaisir? C'est comme moi, je dis client, c'est vrai que parfois c'est le client, mais souvent c'est surtout en fait la vision du superviseur par rapport à ce que le client a dit. C'est vrai que, Ouais. mais au final, moi je discute jamais avec le client, je discute toujours avec le superviseur ou avec le lead. Et je Oui. pense que c'est pareil pour toi. Ouais, souvent. Mine de rien, j'avais ma ma première expérience qui est sortie, c'était Runs Gone Wrong à Dinec, donc c'est un projet de feature animation qu'on a vu dans la petite démo que tu as passée. Run des blocs en français. On avait cette chance donc, on travaillait pour un studio londonien qui s'appelle Locksmith, qui sont des anciens de Hardman, mais ils avaient une partie de leur équipe, notamment une partie des réalisateurs, qui avaient un bureau dans Dineg au même étage que nous. Et du coup, c'est peut-être la seule expérience que j'ai eue où les clients, bah, ils passaient directement les superviseurs, mais ils étaient là, ils venaient derrière nous et ils nous disaient, ok, non, ça ce serait grave cool, est-ce que tu peux nous faire ça? En plus, souvent les réalisateurs en feature anime, donc en film d'animation, c'est des gens qui ont une expérience dans l'animation. Donc c'est des gens, souvent ils ont été animateurs, ils ont été utilisateurs de rig avant d'être réalisateurs. Du coup, ça peut être intéressant des fois. Mais c'est vrai que si on va sur du VFX, genre un film Marvel, t'as pas envie que le mec arrive derrière toi et te dise, et tu pourrais faire genre de rat, est-ce que ça peut devenir un lion, s'il te plaît, pour demain? En gardant la même topologie. C'est ça. Non, là, t'as vraiment envie que ça passe par le procédé normal avec ça arrive au VFX Supervisor, tu vas en parler au studio. Le studio, il va peut-être se dire, c'est pas ce qu'on avait dit, est-ce que vous pouvez nous donner la thune pour faire ce travail? C'est plus longtemps que pour hier, en fait. C'est pas ce pourquoi vous nous avez payé à la base. Et du coup, ça évite que ça tombe sur toi en tant qu'artiste qui a rien demandé, qui a aucune idée de combien ça coûte, combien de temps a été prévu. Enfin, ouais, l'équipe de production est là pour une bonne raison en fait. Ouais, on est d'accord. Tu m'en parlais tout à l'heure en live, mais du coup, le syndrome de l'imposteur, c'est également quelque chose de. Dire que beaucoup d'artistes, je pense, ont, surtout au début. Est-ce que tu as déjà été confronté à ce sentiment ou est-ce que tu sais comment est-ce que on peut le surmonter? Je pense qu'on a tous. Et je pense pas que c'est forcément une mauvaise chose de l'avoir un petit peu. C'est comme ça qu'on se pousse. Ouais, c'est ça, si t'as pas, c'est un peu comme dans les films, si t'as pas peur, c'est mal. Non, là, c'est bien d'avoir au moins une petite inquiétude, est-ce que je suis à ma place? La seule chose en fait, c'est bien de se demander si on est à sa place. Et si on est effectivement bien à sa place, il faut juste accepter de se dire oui, des fois je suis bien à ma place, tu vois. C'est bien de se remettre en question, il faut toujours se remettre en question, surtout dans le milieu de l'art. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont touchés par ce syndrome de l'imposteur, ne se rendent pas forcément compte de tout ce qu'ils font de bien et se focus vraiment sur ce qu'ils font de mal, si ça fait sens. Et ouais, ça peut être un cercle vicieux où tu te dévalorises et du coup ça impacte ta santé mentale, ça impacte ta vie en dehors du boulot, ça impacte ta vie au boulot, ça impacte ton salaire. Ouais. Du coup, ouais, mais c'est compliqué parce que ça vient d'une bonne intention de vouloir bien faire. Et c'est là où c'est très pernicieux. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas le syndrome de l'imposteur, mais juste parce que ce sont des fraudes. Et peut-être c'est le truc, comment ça s'appelle je sais plus comment ça s'appelle, le plus t'en sais, plus tu te rends compte que tu sais pas. J'ai oublié le nom. C'est un.
Ouais. Euh, c'est que, en fait, c'est qu'on se remet en question, c'est qu'on est dans la bonne direction quand on est en train de devenir imposteur. Mais en fait, il y a tellement de gens qui voudraient, surtout quand on est arrivé fixe dans les grosses boîtes, tellement de gens qui ont essayé d'être à notre place. Si on y est, c'est qu'il y a une bonne raison. Ils ont vu d'autres candidats, on n'a pas été la seule personne qui a postulé. Évidemment, j'ai eu, moi, pendant très longtemps, le syndrome de l'imposteur. Ça m'arrive encore d'avoir des réminiscences. Mais c'est justement en discutant avec d'autres artistes qui m'ont rappelé que, mais regarde ton CV, t'as fait tout ça, tu serais pas arrivé si t'avais pas. Ouais, Si effectivement, c'était pas ton travail à toi, en fait. ouais. Mais ouais, je vois. Je pense qu'il faut aussi être honnête avec les superviseurs, avec les gens qui nous. Enfin, avec notre hiérarchie. Quand il y a quelque chose qu'on ne sait pas faire, il faut savoir dire ah, en fait, je ne sais pas, donc est-ce que soit ça va à quelqu'un d'autre, ou est-ce que potentiellement, encore mieux, vous pouvez me former à le faire. Et des fois, c'est. En fait, il y a un peu cette règle des 10 minutes. Si tu ne sais pas faire pendant 10 minutes, tu peux Ouais, tu demander à vas quelqu'un. demander. Et 10 minutes, ça peut paraître très court, mais au final, ça peut vraiment changer est-ce que ça se passe bien ou mal sur un projet. Oui. Euh, donc, ouais, en fait, syndrome d'imposteur, c'est. On sait, c'est une question qui est évidemment beaucoup plus compliquée que ça. Chaque syndrome d'imposteur est différent parce que ça peut venir avec un autre bagage de problèmes mentaux plus ou moins profonds. Du coup, c'est compliqué de répondre avec une réponse parapluie qui va tout couvrir. Mais ouais, je pense aussi là où ça a potentiellement le plus d'impact, c'est au moment des job interviews, donc les, euh, les entretiens d'embauche. Alors pour le coup, mine de rien, euh, je sais pas pourquoi j'ai toujours réussi à ne pas être stressé pour ça. Wow. Ouais. Évidemment, je suis stressé une fois que j'y suis, mais pas quand je passe l'entretien. Euh, mais au final, ouais, je pense qu'il y a un truc qui est bien de se rappeler quand on passe l'entretien, c'est qu'en fait, s'ils font passer l'entretien, c'est qu'eux aussi ils le passent vers toi. Il y a d'autres, généralement, il y a d'autres boîtes qui sont là En gros, pour. ils sont là autant pour se vendre eux Ouais, par rapport à toi que c'est toi ça. par rapport à eux. C'est souvent comme ça que j'essaie de le prendre. Et du coup, pas avoir préparé des questions, histoire d'avoir des questions, mais vraiment se dire, ok, est-ce que j'ai des questions pour savoir si cette boîte est vraiment bien pour moi? Bon, évidemment, si ça fait 6 mois que tu cherches du boulot et qu'il y a une boîte qui te répond et qui veut te prendre, un boulot, ça reste un boulot. Ah, et d'ailleurs, c'est un autre truc dont on peut parler, ça, le premier boulot. Ah oui. C'est vrai que, bon, on l'a un peu évoqué plus tôt, mais il y a une espèce de hiérarchie des entreprises qui est faite, surtout quand on est étudiant. On a vraiment l'impression qu'aller bosser pour Weta ou ILM ou Dineg ou Framestore, c'est un truc, genre c'est un life goal, c'est le but de notre vie. Mais au final, mais au final, non, en vrai, c'est un but. Non, c'est un but. C'est pas le but. Enfin, moi, je sais que ça, j'ai eu des soucis justement parce que, en gros, j'ai, comme qui dirait, atteint mon but un peu trop tôt par rapport à ce que j'avais prévu parce que, genre, pour moi, c'était genre le truc inatteignable et je l'ai eu en 3 ans. Oui, je me rappelle, bah, moi j'avais commencé directement à Dineg. Et je me rappelle quelqu'un qui m'avait dit mais en fait, t'as réussi ce que des gens essaient de faire pendant des années de leur carrière. Mais au final, en fait, c'est pas vraiment une fin en soi de bosser pour ce genre de boîte. Ce qui est important, c'est est-ce que ça t'apporte quelque chose personnellement pour déjà. Oui, est-ce que ça t'apporte assez d'argent pour en vivre? C'est bien beau de bosser sur des beaux projets. Si ça ne permet pas de payer le loyer, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ça reste travailler pour vivre, pas l'inverse. Euh, et aussi ce truc où au final, est-ce que t'es carriériste? En fait, si t'es carriériste, ouais, peut-être tu veux vraiment tout faire pour aller bosser dans la boîte que t'as envie, pour laquelle t'as envie de bosser, c'est top et c'est là où c'est ce qu'il faut faire. Mais au final, aller bosser pour une petite boîte de pub perdue au milieu de la France, et qui va te permettre d'avoir la vie de famille dont t'as envie, pour d'autres personnes, c'est autant, voire plus, un signe de succès que de déménager à l'autre bout du monde pour bosser sur le film de l'année. C'est vrai, c'est vrai. On dit souvent, enfin, je sais pas, ces gens qui aiment voyager, je vois vraiment genre les effets spéciaux comme étant la possibilité de voir le monde. C'est un bon côté des. Je disais c'est compliqué de trouver des bons côtés, mais au final, c'est un des bons côtés de la manifestation. C'est un petit monde international. Exact. Tout le monde se connaît presque.
Ouais, aller à Annecy, une fois qu'on a déjà fait un petit bout dans l'industrie, pendant le festival d'animation, c'est hyper intéressant. Parce qu'en fait, tous les coins de rue, tu connais des gens. Alors lui, je sais, je le connais, il est à Vancouver, lui, je le connais, il est en Australie, lui, je le connais, il est en France. C'est hyper Ouais, on a intéressant. un peu la même chose ici avec le Creature Link ou des choses comme Ouais, ça, où au final on croise des gens avec qui on a travaillé une fois, où on a été boire un verre une fois, et ils sont tous dans le milieu, plus ou moins. c'est vraiment un plus petit monde C'est ouais. que on le pense. Ouais. Enfin, en tout cas, quand on est étudiant, on se rend pas compte à quel point c'est un petit monde. Et donc, il est aussi important de faire en sorte de ne pas avoir une mauvaise réputation dès les études. Je le dis tout le temps, pas. Parce que ouais, si c'est connu pour être quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui n'est pas quelqu'un, ouais, pas sympa, quelqu'un sur lequel on peut pas, auquel on peut pas compter. Bonne chance dès les études, bonne chance pour trouver un boulot dans. En fait, on ne sait pas qui va aller dans les boîtes ouais, pour lesquelles on va postuler quand on est étudiant. Mm. Et du coup, il y a des gens, ils vont peut-être se retrouver super rapidement superviseurs. Et pendant que toi, tu cherches un boulot de mid, c'est peut-être lui qui va arriver à dévorer et qui va être en mode ah, lui, je le connais. Il nous a fait faux bon sur les fins d'études. Mais d'ailleurs, on parlait avant des écoles et de côté, il y a beaucoup d'écoles de 3D en France, qui se va clairement pas tous. On va pas nommer ni rien, mais Non. il y a clairement des écoles qui sont entre guillemets supérieures à d'autres. Et quand certains étudiants se rendent compte de ça, quand ils sont, bah, en plus, une fois qu'on est dans une école, on a investi dedans, on a souvent fait un prêt dedans, du coup, c'est pas, on peut pas juste dire, ah, bon, bah, je lâche ça et puis je vais dans l'école qui marche bien, Ouais. parce que, bah, pas forcément les Ah, fonds. parfois, ça vaut mieux. Hein. Moi, par Ouais. exemple, j'ai Non, c'est vrai, commencé c'est dans une moyen. école. J'avais commencé dans une école qui, au final, ne m'aurait pas permis d'aller là où je suis maintenant. Et du coup, au bout de 2 ans, j'ai juste bifurqué et c'était le meilleur choix de ma vie. Mm. Mais il faut avoir l'opportunité Ouais. de le faire. Ouais, être capable de. Bon, c'est aussi une question de moyens, mais c'est une question d'opportunité de pouvoir le faire. Il y a des gens, ils sont déjà ouais, tellement dans la panade d'avoir pris des études qui coûtent aussi cher qu'ils n'ont même pas forcément l'opportunité de faire ça. C'est sûr. Et je pense qu'il y a un truc qui est important, c'est que, bon, déjà, il y a plein d'autodidactes qui n'ont pas fait d'école, qui se retrouvent dans l'industrie. Du coup, c'est pas parce qu'on n'a pas un diplôme dans cette industrie qu'on va pas y arriver. Si on a ou un mauvais diplôme, il n'y a pas de diplôme supérieur à d'autres dans cette industrie. Donc, même dans une mauvaise école, on peut s'en sortir derrière. Enfin, moi, je venais d'une école qui n'était pas une des meilleures, qui était loin d'être une des pires. Ça restait une école qui était. On va dire que s'il y a des ligues, bah, par exemple des écoles comme Artificial Maths, c'est une école internationale, dans le sens où les gens qui en sortent, il y a beaucoup d'alumni qu'on va retrouver à Londres. À Londres, c'est quasiment que des gens de Londres, Canada, États-Unis, ouais. Vraiment, ils sont partout. C'est ça. Alors que mon école, on va dire que c'était plus une école nationale, où les gens, on les retrouve dans Angoulême. Sur Angoulême, il y a un énorme pôle de séries d'animation. Enfin, plus ou à Paris, ou dans les grands pôles de l'animation en France. On va rester en France. Ouais. Du coup, ouais, c'est pas forcément une des meilleures écoles, mais un truc qui est équivalent partout dans toutes les écoles, que ce soit une bonne ou une mauvaise école, c'est que on se fait des contacts, on rencontre des gens, que ce soit un prof qui vient faire un workshop et au final c'est un mec qu'on va retrouver plus tard dans l'industrie, que ce soit un mec super doué dans sa promo, même dans une école qui va pouvoir nous apprendre des trucs, avec lequel on va pouvoir travailler pour réussir mieux. Enfin, une mauvaise école, ça peut être un ralentissement, mais il y a assez de ressources franchement sur internet gratuites pour s'en sortir même dans une mauvaise école. Je pense que c'est assez important de le dire. Parce qu'on a choisi une mauvaise école alors qu'on a 17 ans en terminale, on a un gamin, c'est ce mauvais choix de vie qui va complètement ruiner notre avenir. Non, il faut juste en vouloir, s'en donner la peine et ne pas hésiter à contacter des gens du milieu pour avoir justement ces informations que l'école ne pourra pas donner. Ouais, et pour le coup, encore une fois, il y a énormément de ressources pour s'en sortir. Oui. Autant en français qu'en anglais, non. Ouais. Et après, je conseille quand même de connaître l'anglais. Oui, ça aide dans le milieu. Ouais.
Mais oui, même en français, il y a quand même pas mal de choses. Petit tips, mettez votre logiciel en anglais. Enfin, parce que quand vous parlez avec les gens, ils comprendront pas, même si c'est des anglophones, de quoi vous parlez si vous leur dites les noms en français. Et même les tutoriels en français sont souvent avec Oui, ça, les ils sont nomenclatures en ouais. français. Mais je pense que c'est assez intéressant ce que tu viens de dire de contacter les gens de l'industrie. Bon, un des problèmes de notre industrie depuis le Covid, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail. Ouais. Je pense que si on est junior et qu'on a l'opportunité d'aller au boulot, aller au boulot. Ouais. Parce que peut-être qu'il y a un seul mec qui va se pointer, mais au moins c'est un mec qui sera là pour vous voir progresser, pour savoir votre tête, qui vous êtes, comment vous êtes en dehors de juste les assets que vous vendez. Ah, carrément. Et moi, je sais que personnellement, si j'avais pas eu l'équipe de lead et de superviseurs qui était au-dessus de moi sur mon premier projet, je ne serais pas là où j'en suis. Encore une fois, je ne viens pas forcément d'une très bonne école, donc j'avais pas un niveau que enfin, avec mon recul, je ne considère pas que j'avais un énorme niveau en sortant d'études. Et au final, si j'ai un bon niveau maintenant, c'est parce que j'ai eu vraiment des leads et des suites qui étaient incroyables, qui m'ont pris sous leurs ailes et qui m'ont tout appris en fait. Mm. Du coup, ouais, c'est important de se trouver des mentors, pas forcément d'aller voir tous les mecs sur LinkedIn et de faire bonjour, toi mon mentor. Mais, ouais, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. mais si vous pouvez réussir à trouver des relations, de créer organiquement des relations avec des gens qui ont plus d'expérience et d'avoir des retours de leur part, en vrai, c'est super intéressant. Il y a beaucoup de gens qui sont super contents de vous former, de vous transmettre leurs connaissances. Bon, ça, du coup, c'est plus valable une fois qu'on est en junior, plus que quand on est étudiant. Mais je me rappelle, moi, il y avait un truc qui m'a fait bien plaisir, c'est que quand j'étais dans la petite boîte de verre à Lyon, il y avait un mec qui était en stage de l'ESMA Montpellier. Et je lui avais montré quelques petits trucs en règle pour faire l'Espagne, par exemple. Bon, c'est pas forcément ce que j'utiliserais maintenant, mais je vais vous montrer à l'époque, je jouais un peu avec des techniques. Et je me rappelle, quand ils ont bien sorti la démo de Rig de son film, en fait, il avait réutilisé ce que j'avais montré pendant le mois. Et en fait, il avait plaisir de se dire. Enfin, moi, je sais qu'en tant que professionnel, quand je vois un interne, un junior qui va réutiliser euh, les tips qu'un pro lui a donnés, en fait, ça fait plaisir parce que tu vois que le mec, il écoute, que c'est un mec qui a envie d'apprendre et ouais, qui fait attention. Et du coup, en fait, ça donne envie de rebosser avec lui parce que le gars était vraiment très très doué. Genre, il est sorti d'études, il avait fait une démo de Rig, une démo de FX, une démo de Info et tout était top. C'est un généraliste, le mec. C'est complètement un généraliste. Mais, ça faisait plaisir d'avoir eu un impact. Et ouais, d'avoir échangé avec un mec qui était quand même hyper intéressé et qui absorbait vraiment la connaissance comme il fallait. Et d'ailleurs, en parlant de connaissances et de compétences, quelles sont selon toi les compétences et les qualités essentielles pour réussir en tant que technical artist? Je pense qu'on a un peu évoqué tout ça, mais je pense au début, quand je parlais du code, c'est quelque chose qui a d'ailleurs très peu d'écoles qui l'enseignent. Je crois que ça commence à changer, mais pas tant que ça. Je pense que vraiment, connaître le code, c'est de plus en plus obligatoire si on veut faire du rig. Donc, quand je dis le code, c'est connaître Python, notamment Python dans Maya. Donc, pas besoin de connaître genre, tout, mais au moins être capable de se débrouiller avec la base de Python, avec la librairie Maya.cmds, qui est la librairie Python qui permet d'interagir avec Maya la plus, ce qu'on appelle high level, ce qui veut dire la plus simple à utiliser. Et encore là, tu parles chinois pour la plupart. Probablement. Mais en gros, savoir utiliser Python avec Maya, si on va faire rigueur, ça devient complètement obligatoire. Alors, on parle pas du serpent, hein, on parle de. Oui, pardon, langage de programmation. Non, c'est vrai. En fait, il y a des trucs où t'es tellement baigné dedans toute la journée que tu oublies des fois que c'est des termes un peu trop techniques pour d'autres gens. Oui, du coup, on va reprendre avec des bases plus simples. Donc oui, pour savoir faire du rig, je pense que... En vrai, pardon, on va revenir en arrière de la question, repartir de la base. Le plus important à savoir, je pense, maintenant, en 2024, pour faire du rig, ça va être Maya, donc le logiciel Autodesk Maya, qui est le logiciel le plus utilisé, même si potentiellement ça risque de changer à l'avenir avec Blender et Houdini. Actuellement, là maintenant, tout ce qui va donner un boulot, c'est Maya.
Donc, savoir utiliser donc, tout ce qui est nodal. Donc, en gros, ce qui est nodal, c'est quand on a des. Comment dire? Comment expliquer nodal sans visuel? En gros, c'est tous les petits bouts du logiciel, savoir comment ils interagissent entre eux. Donc, il y a ce qu'on appelle le nodal, c'est ce qui permet de visualiser la relation entre les différents éléments du logiciel. Donc, en gros, c'est des petits carrés qui se relient les uns avec ouais, les qui autres. représentent un bout du arbre. code du logiciel. Et on peut les lier entre eux pour dire ces deux éléments dans ma scène 3D interagissent entre eux. C'est pas facile à expliquer son Non, c'est visage. vraiment pas facile. Mais en gros, oui, c'est l'interaction entre les différents éléments qui va nous permettre de créer des systèmes plus complets et donc en veille de trouver des solutions pour répondre aux problèmes que les animateurs nous donnent. Alors, j'ai quelques questions très intéressantes. Ok. Alors, dans quel ordre je vais la poser? Alors, comme on parlait de Python, je vais d'abord poser celle-là. Ok. T'as été formé au langage Python ou tu t'es auto-formé? Alors, il y a deux choses. Alors, je me suis à la fois auto-formé. En fait, oui, je me suis auto-formé, mais pas juste en tapant du code random dans un logiciel. Il y a deux types de formations que je conseille. Il y a celle de Thibaut Houdon sur Docstring qui fait des formations en français de programmation. Je vais laisser. Ah ouais, et il y en a plein. Il y en a plein, elles sont vraiment top. Ça va pas vous parler de Maya. Je crois pas qu'il y ait un effet sur Maya. Mais c'est un ancien des VFX qui est devenu formateur Python. Mais c'est un gars, en vrai, il est super pédagogue. Il est super. Aussi, il répond aux questions. Il a une communauté maintenant d'apprenants sur Internet. Et du coup, il répond aux questions et il donne accès à un serveur Discord, il me semble, où il y a des gens qui peuvent répondre à vos questions. Donc, c'est déjà une première étape pour apprendre Python tout court, qui est hyper cool. Et il y a un cours sur Udemy qui s'appelle, je crois que c'est Python for My Artist, sur Udemy. Ah non, c'est celui-là que j'ai moi. Qui est donné par Groove Deville, je sais plus. Qui est un ancien pipeline TD de Animal Logic. Donc c'est la boîte qui a bossé sur les Gardiens des Galaxies 1, sur les films Lego, etc. Ouais. Qui pour le coup, ce tuto. Ouais, peut-être un peu dur à suivre sans avoir aucune autre connaissance de Python. Et ça peut faire peut-être sauter des petites étapes, mais c'est avec ça que j'ai découvert Python et en vrai c'est un très bon point de départ. Mais elle est en anglais. Donc je conseillerais de déjà suivre le truc de base de Thibaut Houdon. Et ensuite, si on veut apprendre Maya, je pense que pour le coup, la formation de Drogovi est vraiment ça. Mais je la conseillerais une fois qu'on a déjà un peu touché à Python. Du coup, en fait, c'est pas à l'école que tu as appris Python, c'est vraiment par toi-même en suivant ces fameux tutos. Ouais. Et ensuite, donc il y a ça qui est juste la base théorique, pardon. Mais au final, il faut juste pratiquer. Se dire, ok, j'ai envie d'avoir un truc qui me permet de renommer mes objets dans ma scène Maya. Comment j'automatise ça? Donc si on va dire, j'ai 300 objets dans ma scène Maya, ça va prendre 1 heure à tout renommer. On peut le faire en 3 lignes de code et 2 secondes. Ah, je suis au courant. Là. Alors moi, j'ai jamais réussi à écrire du Python. Ouais. Je sais à peu près le lire, et j'arrive pas du tout à penser le code. Genre ça marche pas. Et parfois ça m'énerve parce que genre par exemple sur une scène, alors une fois j'avais, je crois que c'était des pierres tombales, ouais, c'est un peu glauque, mais j'avais une centaine de pierres tombales comme ça qu'il fallait que je renomme d'une certaine façon pour que ça marche bien. Quoi. Et ça aurait été tellement plus simple si je savais coder. Ouais, en fait, ça réussir à connaître vraiment des choses qui restent assez basiques en Python. Après, ça demande de prendre le temps de. Ok, il y a des gens qui sont juste pas forcément pas l'intelligence dans le sens où c'est pas intelligent, mais l'intelligence logique. C'est mal le prendre. C'est pas forcément le bon mot. Je pensais à, je sais pas si tu connais la théorie des différentes intelligences, il y a des gens qui ont des intelligences sociales, les intelligences logiques, les intelligences. Non, mais je rigole. Non, mais je me précise pour les viewers aussi. Mais je pense qu'il y a aussi des gens qui n'ont juste pas forcément la bonne logique pour vraiment comprendre facilement le code, et ça leur dépendrait d'avoir quelqu'un qui peut les tutorer directement, potentiellement. Et encore, même avec un tuteur, moi j'ai du mal. Mais après, moi je suis dyslexique, donc je pense que ça n'aide pas. Ouais, ça peut aider. Mais ouais, enfin, c'est vraiment compliqué, donc je peux comprendre que. Ouais, ça soit pas facile. Ouais. Il y a une autre question.
En fait, j'en ai deux autres, mais je vais Vas-y. poser la première d'abord. Pour les étudiants sortants, est-ce que tu aurais des conseils sortant, tu conseilles quelle approche à avoir? Alors, premièrement, il y a le festival d'Annecy qui va arriver bientôt. Et bien, Si vous avez l'occasion de vous choper une accrète qui vous donne accès, généralement on a accès à l'étage du haut du MIFA si on prend l'accrète festivalier, je crois, festival. Ça vous donne accès aux plus grosses boîtes de VFX et à leurs recruteurs. Donc c'est déjà une première approche. Normalement, si vous avez l'accréditation étudiant, ça vous donne aussi un jour à l'étage du bas. Un jour euh, à utiliser Ouais. comme il faut. Qui du coup a accès à toutes les autres boîtes qui sont les boîtes qui ont moins payé. Il y a beaucoup de boîtes qui sont pas là pour recruter, mais pour trouver des acheteurs. Mais il y a aussi des gens qui recrutent. Donc ça, c'est là où j'ai trouvé mon premier taf personnellement. Je connais plein de gens qui ont trouvé leur premier taf là-bas, donc c'est la première chose. Et malheureusement, actuellement, l'industrie, elle va pas très bien. Non, Donc, pas du tout. aussi, le prenez pas personnellement. La rejection actuelle n'est pas la rejection habituelle. Non, pas du tout. C'est pas parce que vous pouvez être extrêmement bon et pas trouver de job actuellement. C'est pas vous, c'est qu'il n'y a pas de job pour beaucoup de gens, même des gens qui sont dans l'industrie depuis très longtemps. Il y a des gens qui ont été 15 ans dans la même boîte qui se retrouvent sans emploi actuellement. Donc, Pour donner un peu des chiffres, il y a 80% hein, on été impacté, il y a 80% des gens à Londres, il me semble. Je connais pas tout le monde, mais en tout cas, à Londres, Il y a une étude qui ont perdu leur boulot. Ouais. Il y a une étude qui est sortie au Canada que j'ai vue cette semaine. Je crois qu'il y a à peu près 50% qui ont perdu leur taf, des artistes au Canada. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils n'ont pas retrouvé, mais en tout cas, il y a des gens qui ont perdu leur taf à cause de la crise dans l'année qui précède. Donc, ouais, malheureusement, en ce moment, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Et comme on en parlait, on ne sait pas encore quand est-ce que ça va réellement se débloquer. Ouais, il y a eu tellement de prévisions qui n'ont pas été vraies que ça ne sert à rien d'essayer d'en avoir. Donc, ouais, je pense qu'il y aurait en vrai, actuellement, malheureusement, le meilleur conseil, c'est tenez bon et le prenez pas personnellement. C'est pas vous, c'est l'industrie. Mais ça reste une super opportunité, si on peut appeler ça comme ça, si on veut être vraiment optimiste, de continuer à apprendre, par exemple d'apprendre Python. En vrai, Houdini, Python, Maya, ce que vous voulez, ce qui va vous permettre de trouver un boulot. Voilà, utilisez le temps que vous avez à cause du fait que là, actuellement, de toute façon, ça ne recrute pas, pour devenir encore plus attractif au moment où ça va reprendre. Justement, la question qui me vient là, c'est vous voyez comment le futur dans vos métiers, notamment par rapport climat, au climat actuel, dans de nombreux layoffs dans les entreprises de VFX, jeux vidéo et tech, et de l'espèce de spéculation autour d'à quel point les outils d'IA vont transformer ces secteurs. Alors ça, c'est marrant, ta question, Ima et Marty, j'allais la poser un peu plus tard, donc on va la poser tout de suite. Il y a deux questions. Oui, il y a deux questions. Comment ça se passe enfin, c'est quoi l'avenir par rapport au layoff et c'est quoi l'avenir par rapport à l'IA. Donc la première question, c'est les layoffs. Alors, ma réponse va être basée sur ce qui s'est passé après le Covid, où il y a eu aussi beaucoup de layoffs. Quand ça va reprendre, en théorie, ça va recruter beaucoup. En plus, si par exemple en Angleterre, maintenant qu'en plus on est passé sur un système de visa et qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur visa et qui vont pas redonner une nouvelle chance à l'industrie londonienne, en vrai, il y a une vraie. Quand ça va reprendre, ça risque de reprendre très fort et avoir beaucoup, beaucoup de demandes. Par contre, je veux juste préciser encore une fois, c'est basé sur l'expérience qu'on a eue par rapport au Covid. Et c'est comme un investissement, le succès d'avant ne veut pas dire que le succès de plus tard. Donc, ouais, je dirais que l'estimation, c'est que quand ça va reprendre, tout le monde va recruter beaucoup. Non, ça, techniquement, tout porte à croire que c'est ce que les gens. Ouais. C'est ce que les gens espèrent, mais en général, c'est ce qui arrive. Il y a plus grand monde dans les boîtes, donc il y aura besoin de main-d'œuvre quoi qu'il arrive. Il y aura besoin de main-d'œuvre, il faudra pas se brader. Non, il faudra pas se brader. De toute façon, il va avoir besoin. Donc, oui, c'est ça. Donc, si on se base sur comment ça s'est passé après le Covid, il y a eu une explosion des salaires grâce à ça. De toute façon, il y a beaucoup de gens qu'on va voir
enfin, qui vont avoir besoin d'un bon salaire parce qu'ils n'ont pas été payés pendant longtemps. Donc, ils vont pas forcément pouvoir. Enfin, il va y avoir de toute façon une grosse période de recrutement quand ça repart, ça c'est sûr. Après, quand est-ce que ça va repartir? Ça, c'est une vraie question. Comme on en parlait précédemment, en Ouais. fait, il y a des rumeurs qui disent qu'il y aurait potentiellement des nouvelles grèves aux États-Unis qui risquent de retomber, donc ça va pas nous arranger encore une fois, puisque c'était déjà, pour rappel, à cause des grèves des États-Unis qu'on est dans cette situation actuelle. Et la vie d'acteur. La grève des writers et des lecteurs. Donc, Et là, du coup, ils parlent d'autres grèves qui risquent de reprendre. Ça, c'est une question. Après, est-ce qu'il y a encore besoin, en tout cas, besoin d'artistes 3D dans l'avenir proche? Oui, il y a besoin. Et puis, même si c'est pas dans les effets spéciaux, je pense qu'il y en a. En jeu vidéo, par exemple. En vidéo, il y aura aussi, là, tu personne à la tech, mais je pense qu'il y a moyen aussi. Ouais, la tech, ça, pour le coup, je pense pas qu'on peut. Voilà, je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a un besoin. En fait, c'est un besoin qui est ponctuel. Et je pense pas qu'on puisse dire c'est un truc qui va embaucher des millions d'artistes. Non, c'est un besoin. La publicité, par contre. Ouais, la publicité aussi. Par contre, ça marche bien. Et ça, ils sont pas trop impactés par les problèmes des acteurs. Ouais. Il y a ça, du coup, pour la deuxième question qui est beaucoup plus complexe et qui, encore une fois, et on n'a pas de précédent pour répondre à ça, et c'est clairement chacun a sa propre interprétation et on verra qui a raison. Donc, clairement, personne ne peut vraiment répondre à comment l'IA va impacter. Ma vision du truc est sûrement un poil plus optimiste que vous. Déjà, alors, faut que je fasse un petit plan de comment je vais bien ma réponse, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. C'est très vaste le sujet. En vrai, déjà, on va regarder comment se porte le marché du cinéma depuis le Covid. Donc, tout le monde sait que le cinéma a pris un gros jet à cause du Covid. Ça a pris du temps à faire revenir les gens dans les salles de cinéma. Ça a plus ou moins repris un niveau bas d'avant Covid actuellement grâce à Dune, etc. Ça fait quand même des gros chiffres. Après, on a maintenant le streaming qui, quand même, est très demandeur. Ouais, ça fait partie de ma réponse complète. Pour le coup, je suis plus spécialiste par rapport au streaming. Mais pour le cinéma, quand on regarde qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui flop au box-office, contrairement à avant Covid, il commence à y avoir une corrélation entre qualité et retour sur investissement. Ouais. Alors, en tant que gros fan pendant longtemps de Marvel, je suis un énorme fan de Marvel. Mais du coup, en vrai, typiquement Marvel, qu'est-ce qui a fonctionné? Loki 2, probablement un des statuts de qualité qu'ils ont sorti récemment. Mais si on regarde vraiment les chiffres, les films qui ont été vraiment rentables, il y a Mario, il y a Barbie, Oppenheimer, voilà, ce genre de films qui ont très bien marché, qui ont un retour critique et des spectateurs qui a été intéressant. Et qu'est-ce qui a complètement flop? Fast and Furious. Il y a eu encore un Fast and Furious. Ouais, il y a eu le 10 ou 11, je sais plus récemment. J'ai arrêté après le premier en fait. J'ai vu le premier et pour moi il n'y en a pas d'autre. Ouais. Fast and Furious, ça flop. Transformers, personne n'a entendu parler. Ouais, il y en a eu un nouveau qui est sorti à Noël. Personne. Ils auraient dû arrêter dès le début. Ouais, mais du coup, c'est des films qui fonctionnaient à une époque, c'est ce que demandait le public. Et en vrai, moi, j'ai un petit péché mignon pour certains de ces films, genre Fast and Furious 5, Transformers 3, c'est des films. Je sais qu'ils sont pas bien, mais c'était encore l'époque où on faisait. T'as bossé sur l'un d'entre eux? Le 9? Ouais, je crois. Je l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu, mais il y a quand même certains de ces films qui étaient corrects, on va dire. Mais maintenant, on est tellement tombé dans un niveau d'absurde. Enfin, je pense par exemple au trailer du prochain Godzilla X Kong, où on voit Godzilla et King Kong qui sont en train de courir, c'est une bouillie de pixels. En gros, je suis allé voir Dune la semaine dernière. J'ai pas le temps d'aller le voir. Mais je vais pas parler de Dune. Mais en tout cas, ce que je peux dire sur Dune, c'est que c'est extrêmement bien fait. C'est un film qui est extrêmement bien fait. Parmi les meilleures choses qu'on fait actuellement en 3D. Et c'est vrai qu'il y d'avoir un trailer pour Godzilla X Kong qui est une bouillie de pixels juste avant, ça faisait. Enfin, tout le monde s'est marré dans la scène. Parce que c'est des films qui coûtent très cher à faire.
mais qui sont tellement peu qualitatifs à la fois d'un point de vue visuel et scénario qu'en fait les gens peuvent plus voir ça. Et en fait, je pense que c'est le streaming qui a raison de ça. Parce qu'avant, si tu voulais voir un film, tu allais au cinéma. Maintenant, si tu veux voir un mauvais film, t'attends qu'ils soient en streaming et tu le regardes pour pas très cher. Et en fait, les studios ont vachement diminué. Pardon, c'est une question qui prend beaucoup de temps à répondre. Et j'ai même pas encore abordé l'IA. Mais je pense que c'est intéressant. Le streaming, en fait, a réduit la valeur des films. Parce que tout le monde a accès à plein de contenus, à volonté, tout le temps, facilement. Du coup, au final, beaucoup de services de streaming se rendent compte qu'ils sont pas du tout rentables. Ça marchait quand il y avait que Netflix. Là, maintenant, ils augmentent tous leur prix parce que c'est pas un modèle qui fonctionne. On doit alimenter à l'infini de contenu qui va être regardé une fois et oublié plus ou moins. Du coup, en fait, t'as un modèle. Sauf s'il est bon, tu peux le regarder plusieurs fois. Ouais, mais souvent ça sort au cinéma. Non, il y a des bonnes séries qui sortent toujours en streaming, mais c'est pas une majorité. Et du coup, maintenant, il y a quand même. C'est plus la grande période du streaming où il y avait plein de projets du streaming dans tous les studios, etc. Là, il y a un vrai ralentissement du marché du streaming. Il y a un retour de beaucoup de films qui étaient passés full streaming, par exemple Pixar. Maintenant, ça revient au cinéma. Maintenant, c'est presque un argument de dire au cinéma avant de sortir en streaming. Alors qu'il y a pendant le Covid, c'était uniquement en streaming. Mais en fait, le streaming, je pense que ça a à la fois baissé la valeur d'un film pour les spectateurs et pour tout le monde. Et ça a un peu failli tuer le cinéma. Et je pense que c'est un bon retour de retourner dans les salles de cinéma. Mais du coup, ceci menant à l'IA, pourquoi je suis sûrement plus optimiste que d'autres là-dessus, c'est que si des trucs qui sont faits manuellement, qui coûtent cher, bombent quand c'est pas qualitatif, comment attendre que l'IA fasse des choses qualitatives qui fasse. Enfin, en fait, ce qui fait aller voir les gens un film, ça reste quand même qui est acteur, licence pour le public général. C'est pas la qualité du film. Enfin, tu vas pas voir un Marvel parce que c'est bien écrit, tu vas le voir parce que t'aimes bien les acteurs, t'aimes bien les personnages. À l'époque, t'allais voir les Marvel parce que c'était cool. Ouais, Mais c'est vrai que maintenant, non. Mais ça va être compliqué pour moi de faire payer des gens pour un truc qui sort d'un prompt. Ouais. Ça va être très compliqué. Ouais, et surtout, plus ça va avancer, en fait, si quelqu'un essaie de gatekeep, donc de garder ça pour lui-même, cette technologie, à la vitesse où ça va 5 ans plus tard, ça existe pour tout le monde. Si je dis, ok, lui il fait ça et il le garde pour lui, si moi je le réalise et que tout le monde peut faire son propre film, ça va être top et les gens ils vont me donner de l'argent. Sauf que là, ça marche pas parce que si tout le monde peut faire quelque chose facilement, ça n'a plus de valeur. Et puis, ça fait valeur, et puis qualitativement, ça sera pas mal. Ouais. Vas-y, pardon. Par rapport à l'IA, moi je l'ai déjà dit au dernier parmi Netflix où tu m'avais parlé de l'IA, puisque malheureusement c'est un sujet qui revient souvent. Et en fait, moi, pareil, en fait, j'ai pas peur de l'IA, mais je pense pour une autre raison. Pour moi, juste, l'IA ne comprendra jamais les besoins d'un client. Et ça coûtera trop cher au client d'engager en fait un IA, enfin engager entre guillemets, demander à une IA de faire exactement ce qu'il veut plutôt que à un artiste qui va tout de suite comprendre la vision du client et au pire il va avoir 2 itérations. Parce que c'est pareil, une IA, tu pourras pas avoir d'itération. Actuellement, on se dirige quand même vers des IA qui peuvent être relativement itérées, mais il y a aussi ce truc où en fait tu vas voir. Donc, si on part du principe que maintenant les gens ils veulent payer seulement s'il y a une vision, donc Barbie, Oppenheimer, Dune, c'est des gens, donc par exemple je vois très peu Christopher Nolan ou Denis Villeneuve aller sur Midjourney et taper leur film frame par frame et essayer d'avoir quelque chose. Eux ils vont avoir envie d'avoir des équipes qui peuvent leur donner leur vision. Du coup, c'est ça qui me donne un peu d'espoir là-dessus, parce que les IA vont évoluer. Chaque année, elles vont être plus performantes. J'ai pas peur des IA actuelles, mais on est au pire de ce que ça va être actuellement. Là, les IA sont aussi mauvaises qu'elles ne le seront jamais. C'est sûr. Elles seront que forcément meilleures dans le futur. Après, on dit ça, mais d'un côté, ChatGPT, il y a un argument qu'il est pire maintenant qu'il y a 6 mois. Ah ouais?
Oui, parce qu'en fait, il y a tellement de limites pour éviter de se faire poursuivre en justice qu'ils imposent tellement de limites sur le modèle qu'ils se retrouvent complètement sous-performants. Après, c'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat. Mais ouais, du coup, les IA, je suis un peu plus optimiste dans le sens où actuellement, on voit qu'il y a une corrélation relative entre qualité et box-office et, euh, et que, ouais, au final, je sais pas qui a vraiment envie de bosser avec une IA pour faire des films. Enfin, À je part parle même si pas tu veux d'artistes, hein. vraiment, non, pour moi, à part si tu veux vraiment, genre, du clic facile, et encore. Ouais. Pour moi, c'est un. Bon, ça, c'est une expression anglaise, mais c'est un wet dream de producteurs hollywoodiens. Ils adorent. Bah, forcément, c'est des mecs qui rêvent, je sais pas, c'est toute la main-d'œuvre et de Non, juste non, pouvoir taper leur film sur un prompt. La réalité, c'est que je pense pas que ce sera jamais possible d'avoir quelque chose qui est attractif pour que le public paye, parce que c'est ça le but au final, ça, de faire un produit que les gens vont payer. Euh, je pense pas qu'on aille dans une direction qui va favoriser ça. Et par contre, une nuance que je vais mettre à ça, c'est que ça va transformer notre industrie, ça va transformer la société de manière générale, et ça risque d'impacter pendant un petit temps notre industrie de la manière dont on en a peur actuellement. Il y aura une tentative de faire en sorte que ça fonctionne. Du coup, il y aura forcément des boîtes qui vont essayer de faire marcher ça en IA. Ça va arriver ça. Il y aura des gens qui vont tenter de faire ça. Est-ce que ça va marcher? Ça, personne ne peut le savoir. On espère que non. Que ce soit à la fois pour gagner le boulot, mais même parce que c'est pas intéressant en fait. Voir une œuvre générée par un ordinateur sans vision, c'est pas intéressant. Au final, ce que l'IA renvoie, c'est pas la vision des prompts, parce que les prompts, c'est pas assez développé pour donner une vision. Non, c'est sûr. Donc ouais, en fait, c'est un sujet qui est tellement vaste. D'ailleurs, je suis probablement pas la meilleure personne pour donner une analyse poussée de la technologie elle-même. Mais en tout cas, de ce qui est... ouais, je suis pas trop pessimiste. Je pense qu'il y aura un impact, ça c'est sûr, on peut pas le nier. Il y a déjà un impact dans la société. Il va y avoir un impact sur plusieurs industries, notamment la pub. Ça, par contre, je me demande si la pub aussi va être faite par IA à un moment. Parce que c'est des clips jetables un peu. Oui, c'est vrai. Donc peut-être que les grosses pubs de Noël... Ah non, les grosses films là, elles non, vont être faites. elles vont être à la main, parce que c'est Ouais, des gros trucs chers qui permettent de vraiment montrer nous, on est comme ça, hein, c'est nous. Mais, euh, mais peut-être que les pubs jetables pour Ariel. Ah oui, non, mais là, c'est pas grave, de toute façon, on ne pousse pas sur cela. C'est du boulot. C'est vrai, il faut les tourner, il faut des acteurs. Faut Du des coup, ça acteurs, mettrait des faut gens quand des même. VFX pour les potes qui tournent dans la machine à laver, là. C'est du boulot, ça paye le C'est loyer. vrai, c'est vrai. Donc c'est peut-être quelque chose qui va être le plus impacté, je pense, la publicité. Mais par contre, pour les films, j'ai à la fois un espoir et en même temps un sentiment que ce sera pas la fin du monde que beaucoup. Je suis d'accord. Pardon, c'était une très longue réponse à une longue question également, mais C'est super. Ah, du coup, vous avez été genre collègues peut-être. tu vas payer. Ouais. Salut. C'est marrant, j'ai interviewé Superpower il y a quoi, 2 ans maintenant? Oui, on a bossé à MacGuff. Ouais, ma gueule. Le monde est petit, comme on disait. Hein, On était en retraite à l'automne dernier avec les rigueurs de MacGuff en France. Non, oui, comme on disait plus tôt, c'est un petit monde. Très petit. Tips. Alors, moi j'ai encore deux questions. Du coup, on a répondu déjà à celle-là, j'ai pas besoin. Donc, je voulais savoir donc, si parmi tous les projets sur lesquels tu as travaillé, tu en avais certains en particulier dans ta carrière que tu trouves important ou que tu as vraiment aimé bosser dessus. Je pense que le plus important, ça restera le premier qui a vraiment sorti, donc Once Gone Wrong, où j'ai passé vraiment. En fait, un projet qui a été. À la fois, je suis content de ce à quoi il ressemble. Run des blogs sur Disney, pour ceux qui veulent le voir. C'est un projet qui est important d'un point de vue de ma carrière, parce que c'est le premier vrai projet qui est sorti, que j'ai pu montrer. C'est aussi le projet sur lequel j'ai été le plus formé. Celui-là, plus celui qui a été annulé avant. C'est là où j'ai eu des gens qui m'ont vraiment formé. C'est là où en fait, c'est les deux projets sur lesquels j'étais junior. C'est aussi ce qui m'a donné vraiment envie de
rendre l'appareil aux juniors après qu'on m'ait autant formé quand j'étais junior. Bah, par exemple, quand j'étais à MyGup, j'avais mis un petit temps sur le mardi midi. Je sais pas si Bas s'en souvient, mais sur le mardi midi, ceux qui voulaient, notamment les juniors, je leur faisais des petites formations sur Python et tout pour les aider à progresser en dehors de ce qu'ils apprennent en prod. Parce qu'au final, c'est un peu ce que j'avais eu quand j'étais junior moi et j'avais envie de renvoyer l'appareil. C'est cool ça. Ouais, non, ouais, c'est toujours intéressant de donner des cours. Bah, je fais du coup des cours, enfin, j'ai fait des cours à l'ESMA, j'ai fait un petit peu de l'artéfixe une fois, dans mon ancienne école aussi. Et en fait, c'est toujours intéressant parce que t'as beau connaître, déjà, faire des cours, ça te demande de bien connaître ton sujet, et en plus, les étudiants viennent toujours avec des questions que t'as pas attendues et dont tu connais pas la réponse. Du coup, t'es obligé de dire, je ne sais pas, laisse-moi revenir vers toi un peu plus tard. Mais du coup, c'est sûrement pour ça que Lance Gone Long, c'est peut-être celui le plus important pour moi, dans le sens où c'était encore le moment où j'étais fort. Enfin, ça a été le plus formateur et le plus impactant sur ma carrière. Et c'est vraiment ce projet-là qui fait que j'en suis là où j'en suis maintenant, je pense. Euh, ouais, je pense que ouais, s'il y en a un que je dois nommer, ça doit être celui-là. Même si j'ai beaucoup aimé à McGuff, c'est moche et méchant 4. Ouais. Ah, tu me fais parce que c'est pas C'est ça. Non, non, en plus, il a pas bossé sur moche et méchant. Donc, non, c'était cool aussi, McGuff. Pour le coup, il y a une autre tangente sur le système de la français de l'intermittence. Dont je suis moins fan, mais MyGup, lui-même, c'est une boîte avec des gens qui sont vraiment très très cool. Enfin, l'équipe de Rig est pas vraiment golden. Donc, ouais, j'en fais encore beaucoup plaisir. Même si je sais que c'est pas les plus à MyGup, là, il est super froid. Je pense que je vais te poser encore une petite dernière question, et puis après, si tu as des sujets sur lesquels tu aurais voulu aborder, qu'on va éventuellement pas penser. Ouais. Pareil dans le chat, si vous avez des questions que vous voulez qu'on aborde également. Là, je vais te demander les questions que je pose à tout le monde, les questions 1 million de. Quel conseil donnerais-tu à des gens qui c'est principalement en tant que. On y a un peu parlé. Ouais, je vais peut-être un peu moins péter, mais c'est bien de synthétiser un peu. Apprenez le code dans le sens où de plus en plus c'est important. Même si c'est pas enseigné dans les écoles, c'est important pour être technical director particulièrement. En technique, en fait, pardon, je suis obligé de faire une petite tangente là-dessus. Le métier de rigueur a un nom différent dans chaque boîte. Pour faire le même métier, j'ai été character TD, creature TD, technical artist et rigging TD. Et du coup, TD, ça veut dire technical director. Tout ça pour dire que, ouais, c'est juste pour préciser la nomenclature. Oui, du coup, pour revenir, le code est hyper important. Connaître Maya dans sa, enfin, comment fonctionne Maya en interne est hyper important parce que vous demandez de savoir optimiser le rig pour que ça tourne rapidement. Et un truc qui est important de au moins comprendre les bases, c'est tout ce qui est algèbre linéaire. C'est un peu barbare, mais en gros, c'est comprendre comment les objets se déplacent en 3D. En gros, la relation entre un espace en 3D et un objet. Donc c'est pour nommer, pour ceux que ça intéresse, ça va être tout ce qui est maths autour des vecteurs et des matrices. Donc multiplier des matrices. Donc, vous n'avez pas besoin de savoir comment multiplier des matrices, mais comprendre ce que ça fait dans l'univers en 3D et tout ce qui est vecteur, c'est-à-dire cross product, dot product. Ah, j'ai aucune idée de comment on les dit en français. Ah, d'accord, je me disais, important je crois que c'est produit scalaire. En anglais, les termes. Ouais. En fait, c'est pas important si vous voulez pas faire de rig, mais si vous voulez devenir un bon en rig, ça va être important. Ça va vraiment vous débloquer. En fait, il y a littéralement un exemple qui me vient en tête de quand j'étais à l'ESMA, que je faisais du suivi de projet. J'ai passé peut-être 1 heure à essayer de résoudre juste avec les trucs de base de Maya, donc les contraintes, la hiérarchie, qui sont comment on règle de base les objets dans Maya. Je pense que j'ai passé 1 heure en utilisant les méthodes de base juste pour essayer de résoudre le problème d'une manière dont l'étudiant pourrait comprendre. J'ai jamais réussi à trouver la bonne solution pour essayer d'avoir exactement ce qu'il fallait. J'ai fait ok, non, ok, ça fait 1 heure qu'on est là-dessus, j'y arrive pas.
je vais le faire en matrice. J'ai fait 2 minutes, c'était réglé. Donc ça permet une fois qu'on sait ce qu'on fait, de comprendre comment ça fonctionne derrière, on peut vraiment réussir à débloquer pas mal de choses et à se faciliter la vie au final. Plus on connaît son sujet, de toute façon, plus ça va être ça. Donc je dirais, en dehors des trucs de base de comment savoir fabriquer un bipède et le reste, connaissez donc Maya dans comment ça fonctionne en interne, connaissez Python et connaissez ce qu'on appelle l'algèbre linéaire. Pardon, c'est une réponse dont j'aime bien parler. Là, on a une question ici. Est-ce mieux d'apprendre Python ou bien Vex si on est environ artiste? Alors, je ne suis pas environ artiste, mais je pense avoir une réponse. Parce que je connais les environ artistes. Si vous utilisez Houdini, Vex. Si vous utilisez Maya, Python. En gros. Les Vex. deux, quoi. En gros, je dirais que Vex est probablement plus important de nos jours. Dans les grosses boîtes, c'est surtout Houdini qui est utilisé. Après, sachant que Python est un langage, c'est une connaissance qui est jamais perdue. Il me semble que Python, t'es pas obligé d'utiliser que pour Maya. Non, c'est pas un langage Maya, c'est vraiment un langage assez vague. Si tu comprends Python, tu peux l'utiliser pour plein de choses. Juste, en fait, ça dépend du logiciel sur lequel tu veux te concentrer. Si tu veux vraiment devenir un très bon artiste sur Houdini, Vex. Parce que Python Python existe dans Houdini, mais est beaucoup plus long que Vex d'un point de vue performance. Donc personne n'utilise Python dans Houdini, tout le monde utilise Vex, donc Vex. Par contre, ça peut être utile si tu utilises dans Maya, parce que Mel, c'est l'équivalent de Vex dans Maya. Je le déconseille fortement. Python est beaucoup plus puissant, beaucoup plus facile à apprendre. Donc ouais, je dirais ça dépend du logiciel. Je réfléchis, mais j'ai l'impression d'avoir. On a bien parlé. Ouais, on a bien parlé. Du coup, non, je pense que je suis en train de réfléchir s'il y a des choses sur lesquelles j'ai oublié de dire quelque chose, mais j'ai l'impression que j'étais bien exhaustif dans tout ce que j'avais à dire. Est-ce que tout ça est clair? On peut peut-être faire un petit rappel. On a déjà parlé juste avant, mais ouais, pour ceux qui galèrent actuellement dans l'industrie, c'est le cas de tout le monde. Donc, ouais, le prenez pas personnellement, c'est pas vous, c'est juste. Même pour les gens les plus chevronnés, il n'y a pas forcément de boulot. Je peux vous tendre une perche sur un autre sujet. Je ne sais pas s'il y a beaucoup à dire, mais vous pensez quoi de la récente mode des grosses productions de se revendiquer sans aucun VFX alors qu'ils en sont blindés? Alors c'est marrant, je me suis retenue tout à l'heure d'évoquer le sujet quand tu as abordé Oppenheimer et Barbie. Mais oui, allons-y, parlons-en. Alors, personnellement, j'ai jamais été sur ce genre de prod, il me semble. Ouais, c'est du mensonge. Non, on est bien d'accord. Je sais pas si on peut vraiment. C'est de la promotion produit. Je comprends même. Enfin, je comprends pourquoi ils font ça et en même temps ça m'énerve et c'est pas très sympa pour nous. D'ailleurs, ils ont gagné un truc, c'est que je fais partie de ces gens qui ont boycotté ces films alors que je voulais les voir, tous les deux, autant Barbie que Oppenheimer. Et j'ai refusé de les regarder, je les regarderai même pas en streaming. Tout ça parce qu'en fait, leur publicité mensongère m'a gavé. En fait. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que l'argumentatif pour vendre un film a complètement changé. Parce qu'il y a quelques années, années 90, début années 2000, l'argumentatif c'était regardez les incroyables effets spéciaux qu'on a. Vous avez jamais vu ça au cinéma avant. Mais maintenant qu'on a un peu tout vu au cinéma, maintenant il va dire regardez, on a fait ça et il n'y a même pas d'effets spéciaux. Sauf qu'en fait, non, c'est faux. Il y a plein de films, pour ceux qui ne sont pas forcément vraiment. Qui connaissent pas forcément trop à quel point c'est utilisé les effets spéciaux dans les films, je vous invite à regarder plein de behind the scenes de films et vous allez voir qu'en fait, tous les backgrounds généralement, sur le tournage, c'est un fond bleu ou un fond vert, qui est ensuite transformé en ce que vous voyez à l'image. C'est très rarement le set comme il est en vrai. Non, et du coup, de base, c'est un mensonge qui a pas trop de sens parce que ça fait partie du médium du cinéma
Techniquement, pour rappel, les effets visuels, ça existe depuis aussi longtemps que le cinéma. Georges Méliès. Exactement. Et techniquement, comment dire? Même dans un film qui effectivement ne va pas utiliser de fond vert, de fond bleu ou autre effet visuel comme la CG, parce qu'en fait, quand il se revendique sans VFX, je pense qu'en fait, il se Effet revendique sans numérique. CG, en fait. Parce que du coup, le compositing, il y en a tout le temps, et il y en aura tout le Il y en temps, a toujours eu. et il y en a toujours Ils eu. allaient, modifier chaque image de la bobine Ouais. pour avoir ce qu'il fallait. Oh, comme dans Tron, où il venait dessiner Ouais, directement ouais. sur la pellicule. Mais ouais, non, du coup, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Et ouais, n'écoutez pas quand il dit ça. Et ouais, enfin. Surtout venant de Christopher Nolan, c'est un Ah peu ouais, non, c'est dommage parce que c'est probablement. Enfin, en vrai, il utilise beaucoup d'effets pratiques, mais qui ne fonctionnent que parce qu'ils sont agrémentés d'effets visuels. Et Par puis exemple, bon, la bombe, genre, on sait, oui, elle a potentiellement été vraie. Enfin, je veux dire, il en a pas fait péter une vraie, hein, sérieusement. Il a juste fait péter. En fait, il a fait des effets pratiques. effets pratiques. Pratique, ouais, c'était le terme que je cherchais. Mais il a quand même fallu l'intégrer au film. Donc ça reste des effets visuels, du Ouais. compositing. Oui, parce qu'il y avait quand même des étages entiers qui étaient remplis d'artistes qui bossaient sur Oppenheimer à Disney. Ouais. Donc bon, on peut Et bien sur quoi ils il faut travaillaient. savoir quand même, et ça c'est ce qui m'a dégoûté en fait, c'est qu'ils ont retiré les artistes qui ont bossé Mm. sur ces films, enfin, surtout Oppenheimer, je sais pas pour les autres. Ils ont retiré la liste d'artistes qui ont bossé C'est un classique d'Advance. pour dire non, vous voyez, il n'y a pas eu d'effets spéciaux, regardez, il n'y a personne dans le générique. Ah oui, il n'y a personne dans le générique. Alors, ouais, il y avait ça sur Oppenheimer, mais je trouve que c'était sur Dunkerque aussi, où il y avait de Dinec. Donc Dinec, c'est la boîte qui travaille le plus avec Christopher Nolan, qui fait une grosse partie de ses films. Et sur Dunkerque, il avait retiré tous les artistes, il restait plus que les gens qui avaient fait la production, donc l'équipe de prod et ceux qui font les plannings, etc. Et du coup, les artistes, on m'avait raconté les artistes à l'approche, donc le crew screening, qui est l'approche pour les gens qui ont travaillé sur le film. C'est en mode, mais enfin, il y a une salle de cinéma remplie de gens qui sont pas au générique en fait. Mm. Il y a quelqu'un qui rappelle qu'il y a il y a un youtubeur qui a fait une longue vidéo explicative justement sur pas de VFX veut dire des VFX invisibles. Ça a été très intéressant. Il y a eu un article de IGN récemment qui en parle. Je l'ai vue, elle est effectivement très bien. Et qui admettent qu'ils ont fait des erreurs dans le passé à ce niveau-là. Mm. D'ailleurs, si on peut parler peut-être des derniers Oscars et de Godzilla qui a gagné. Ah oui. Et ça, bah, on parlait de l'avenir. En fait, je pense à la question de l'avenir du cinéma. Mm. Et ça, il y a en fait, ça arrive peut-être un petit peu chiant pour nous, mine de rien, parce que c'est un film toute la com de ce film est faite sur le fait que ça va pas coûter cher. Ça va pas été coûté cher. Ça va pas coûter cher parce que Pas grand-chose. oui, mais il y a quand même beaucoup de shots. Mais le problème, c'est que déjà, ils l'ont fait avec. Enfin, c'est des Japonais qui l'ont fait, donc il y a une culture du travail qui fait que les heures sup, ça ira. Je sais pas, je vais découvrir bientôt. Euh, et surtout, c'est le directeur et enfin, il y a une bonne partie de l'équipe qui a fait toute la production du film et qui a prévu comment ça allait être tourné, qui vient des effets spéciaux. Du coup, ils savaient exactement. C'est la même chose pour The Creator, Ouais. qui était le gros contestant qui était le favori pour les effets spéciaux. Ils ont gagné le VMS d'ailleurs parce que et ils n'ont pas coûté cher du tout The Creator parce que en amont euh, la prod a été très bien prévue. Ils ont seulement tourné ce dont ils avaient besoin. Ils l'ont tourné d'une manière qui allait demander le moins de boulot possible derrière. Pour le coup, c'est pas un film qui se revendique du tout de pas avoir d'effets spéciaux. Il y en a partout dans tous les shots. Mais parce que c'était bien prévu, au final, ça n'a pas coûté cher. Le problème d'avoir un film qui a entièrement basé toute sa com sur on n'a pas coûté cher et on a plein d'effets spéciaux, c'est que les gens à Hollywood, ils vont être en mode ça n'a pas coûté cher et ils ont quand même des effets spéciaux sans sautant toute la partie, ils ont préparé pour que ça coûte pas cher.
C'est souvent, c'est en fait ce qui fait que les films hollywoodiens maintenant, ils font en mode, il n'y a pas eu beaucoup d'effets spéciaux et compagnie, c'est qu'ils ont vu des films comme bah, celui-là, comme Everything, comment il s'appelle Everything Everywhere All At Once. This One. Très bon. Et c'est Il est pareil. excellent. Même Et chose. c'était une petite team de 10 personnes qui ont bossé dessus. Le film est oufissime. Mais voilà, ils ont passé des heures inconsidérables dessus. Parce Le que, réalisateur faisait aussi des effets spéciaux sur le film. aussi, oui. Mais pareil, le film a été pensé en amont pour faciliter les travails d'effets spéciaux. C'est un travail en amont qui est rarement fait et c'est ça le problème. C'est ça. Nous, au final, les films comme. Bah, je cite toujours Marvel, je suis désolée parce que j'ai bossé dans une prod Marvel, je sais comment ça se passe. Mais ils ne savent pas à l'avance qui va l'avoir. Du coup, nous, c'est un effet spéciaux où on va se retrouver en mode ah, tu veux ça, mais t'as pas filmé ça pour ça en fait. Donc tu dois réussir à trouver une solution pour réussir à faire passer la nouvelle idée sur un shot qui est complètement différent. C'est malheureusement pas comme ça qu'on fait un film peu cher et intéressant. Non, tu dois prévoir le storyboard et ensuite faire les effets spéciaux et C'est ça. pas l'inverse. Malheureusement, en fait, c'est souvent pour ça que les films coûtent cher, c'est que c'est pas bien prévu en avance. Et beaucoup des films, c'était dès le moment du storyboard, on prévoyait ou de l'animatique, on prévoyait, bon, bah, là, il faudra ça, ça, ça et ça. Au final, t'as pas besoin de refaire les shots à chaque fois et ça coûte beaucoup moins cher. Exact. Ah, si les gens pouvaient tout voir. Quel temps passerait. Et vous auriez de meilleurs films en plus. On aurait des meilleurs films. Ce scénario serait pas refait à la va-vite et il y aurait un scénario dès le début qui ferait que tout est cohérent. Et ça, c'est une question. C'est pas forcément en rapport avec Non, pas avec nous directement. C'est ça. Nous, on est juste. On paye les podcasts. Mm. Je pense qu'on va pas tarder. Hein. Ça fait presque 2 heures qu'on discute quand même. Je viens de voir un message. Il y a des subs qui ont fait ça. Ah. Il y a des subs qui sont faits pour ça. Repérer les lieux et faire un travail complet en amont pour le temps passé et le budget au fil du film. Oui, et souvent c'est ce qui est fait. Le truc c'est que les producteurs, les clients, les réalisateurs, ils vont changer leurs idées alors que le film a été tourné. C'est souvent ça le problème. Ouais, et aussi des fois il y a un problème de VFX côté client. Qui fait qu'il y a des fois il y a une différence de vision entre le En fait, il y a deux VFX. Il y a celui qui est côté client et celui qui est côté vendor, c'est Prime Store, Dineg, etc. Et du coup, il y a deux VFX sub qui discutent normalement et décident de comment vont être faites les choses. Donc le VFX sub, c'est celui qui est le plus en haut de la chaîne du côté effet visuel. Tu veux dire VFX CG et VFX. T'as le CG sub et le VFX sub. C'est comme Charles qui est venu il y a 2 semaines. Ouais. Le VFX sub, c'est celui qui est en charge et tout. Le CG sub, c'est celui qui décide, ok, maintenant qu'on a décidé ce qu'on faisait, comment on le fait. Et du coup, vu qu'il y a deux VFX sub, des fois, il y a une vision différente de comment faire les choses. Ou alors, celui côté client, qui n'est pas celui qui va devoir faire les choses, c'est celui qui dit, on aimerait ça, la vision qu'on a pour faire ça, c'est ça. Mais sauf que des fois, une fois que tu te retrouves devant le PC à vouloir faire le truc, ça fonctionne pas. Et du coup, des fois, il y a un problème de communication, un problème de prévision qui fait qu'on se retrouve dans des problèmes derrière. Pas forcément parce qu'ils ont une mauvaise intention, hein, c'est juste que des fois, bah, ça se passe pas comme prévu. Ils n'ont pas forcément la connaissance pour donner les bons matériaux à la boîte de VFX par rapport au pipeline qui est utilisé dans la boîte de VFX. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut mal se passer, mais Ah, une petite question rig. Tu rigues essentiellement sur Maya ou est-ce que comme oula. Arumba, Arumba, oui. c'est un logiciel français, il me semble. D'accord. Non, j'ai jamais touché à Arumba. Ouais, que sur Maya.
Mais au final, en fait, ce qu'il faut savoir avec le rig, c'est qu'on choisit pas le logiciel sur lequel on travaille. On choisit. En fait, le logiciel sur lequel on travaille, c'est là où les animateurs vont animer. Parce que chaque logiciel n'a pas la même technologie. Du coup, on peut pas avoir un rig fait sur Maya et une animation faite sur Blender, par exemple. On peut avoir un squelette qui est le même, on va pouvoir transférer une anime, mais l'anime elle-même avec les contrôleurs va devoir être fait sur le même logiciel. Du coup, au final, on anime là où les animateurs veulent animer. Pardon, on rig là où les animateurs veulent animer. La plupart des animateurs, Et les pipelines d'animation. Les pipelines d'animation sont sur Maya, ouais. Pour plein de raisons. Parce que les pipelines ont été faits de toute façon dans les boîtes sur Maya pour la plupart. Parce qu'il y a des outils incroyables de parties tiers qui existent sur Maya qui ne sont pas ailleurs, par exemple. Il y a des qui essaient de plus en plus à ramener des animateurs sur. Ouais, mais ils étaient, mais ils ne sont pas encore au niveau de Maya. Les animateurs, ils veulent pas. Et surtout, les animateurs, ils ont Animebot sur Maya. Animebot, c'est un outil qui est un outil tiers qui n'est pas de boîte en Maya, mais que toutes les boîtes sont obligées de prendre parce que les animateurs savent animer grâce à ça. Enfin, il y a beaucoup d'animateurs maintenant qui ont du mal à animer sans ça. Ouais, ils utilisent un bot maintenant. Non, pardon. Animebot n'est pas un. C'est pas une IA. Non, après, Animebot, c'est un outil qui a quelques années qui était bien avant. C'est vrai que les noms peuvent prêter à la confusion. Non, ce n'est pas. En fait, je vais juste préciser pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un plugin avec une barre d'outils qui a plein de petits outils hyper utiles pour l'anime. Je crois que j'ai déjà vu en fait. C'est pas du tout une IA, c'est pas un truc qui remplace le métier d'animateur, ça fait juste que le métier d'animateur est simple. En fait, ça donne des outils supplémentaires que le Maya n'a pas de base. Ça ne fait pas le boulot à des animateurs. Alors là, je veux pas du tout que les gens pensent ça. C'est très bonne intervention. Est-ce que tu sais si des softs dédiés essentiellement au rig sont en développement? Ça paraît très bizarre de développer des trucs pour le rig, mais. Enfin, Roomba, c'est un peu ça. Mais encore une fois, ouais, comme je disais juste avant, ça n'a pas vraiment de sens. En gros, Roomba, c'est un truc qui permet d'avoir. C'est la vision d'être un soft qui est spécialisé rig et animation. En gros. Mais ça n'a pas trop de sens dans le sens où, comme je disais, on rig là où les animateurs animent. C'est les animateurs. Ouais, c'est ça, qui peuvent pas animer un rig, ça sert à rien. On répond à un besoin. Sinon, moi, je vous fais un petit récap. Dans à peu près 2 mois maximum, je vais partir pour le Japon, travailler au Japon. Du coup, aujourd'hui, c'est le dernier Parlons VFX que je fais comme ça, en présentiel, en tout cas pendant un certain temps. Malheureusement, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de Parlons VFX. Je continue les Parlons VFX, juste il va falloir que je mette en place le truc quand je serai au Japon. Donc ça va peut-être prendre quelques mois pour se remettre en place. Oups. Pas trop de stress au Japon ou de la barrière de la langue. Non. je commence un peu à apprendre le japonais, mais c'est vrai que heureusement, ce sera une boîte qui parlera principalement anglais, donc ça va aider. Enfin, j'espère. On verra. En vrai, j'ai hâte de pouvoir y être, apprendre le japonais m'aidera vachement. Le stress, bah, dites-vous qu'à partir de demain, je commence les cartons et que si je suis un peu stressée. Voilà. Mais donc, tout ça pour dire que je vais continuer les parles en VFX, mais donc un peu après. Peut-être que j'interviewerai des gens qui sont basés du coup au Japon pour avoir d'autres expériences que ce qu'on a eu jusque-là. Ça serait intéressant. Donc, restez tuned, hein, autant sur Insta que sur YouTube. Et bien sûr Twitch. Pour le moment, on continue les streams le lundi soir. Jusqu'à ce que j'ai plus ma tablette et que je puisse plus avancer sur mes projets. Voilà. Et moi, du coup, les gens, on vous dit au revoir. Merci à toi, Kevin, d'avoir accepté de venir discuter et partager ta. Merci pour l'invitation. Parcours. J'espère que j'ai été intéressant. Bah oui, complètement. Merci à tous. Ciao, ciao.